Eh bien, bonsoir à tous. On peut bientôt dire bonsoir. Merci d'être aussi nombreux à venir à cette première conférence IBM 42 AI. Je vais laisser la parole très rapidement à Georges Husbelger qui va vous faire du coup une introduction à l'IA, au cognitif et au machine learning. Tout d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup de venir, de partager justement ce moment avec nous. Merci aussi à Gaël, et merci à IBM, justement notre partenaire, de nous aider vraiment à organiser tout ça. Franchement, sans eux, je sais pas, enfin, on ferait beaucoup moins de choses. Donc merci beaucoup, et puis du coup, Georges, je te laisse la À parole. moi. Merci à vous en tout cas aussi. Écoutez, merci beaucoup, et puis ravi de... Merci. Merci de... Je suis ravi, effectivement, de passer un petit moment avec vous en fin de journée. J'imagine que vous avez une journée bien chargée. J'espère que vous êtes en forme quand même. Je vous vois nombreux. Alors, on va aborder ensemble un sujet passionnant. Et finalement, on rentre dans une nouvelle ère. Alors avant, je voudrais me présenter. Donc, je suis Georges Husbelger. Vous pouvez noter mes coordonnées si vous voulez, ça vous intéresse. Ça pose aucun problème. Et donc, je suis mathématicien de formation, et j'exerce toujours ces activités un peu de scientifique chez IBM. J'ai 3 activités chez IBM. La première, c'est que pour nos clients, je développe des solutions à base d'intelligence artificielle de systèmes du type Advanced Analytics. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je développe la synergie et la collaboration scientifique entre IBM, ses laboratoires de recherche et le monde académique et le monde de la recherche en France. Ce qui m'amène notamment à être là parmi vous ce soir pour vous parler de toutes ces belles choses. Et puis, je suis amené aussi à faire de l'enseignement dans les grandes écoles et universités sur cette thématique. Et le troisième point, j'anime un pôle d'experts, data scientists, mathématiciens chez IBM France pour bâtir des belles solutions chez nos clients. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et vous dire que finalement, vous arrivez au bon moment. Au bon moment, tout simplement parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'informatique, et vous êtes vous-même en train de travailler pour finalement étudier, pour finalement arriver sur ce marché-là qui est pour vous. Et on a besoin de vous pour pouvoir développer ce genre de choses. Alors, comme vous le voyez, on est arrivé dans une troisième ère qui est celle de l'ère du cognitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va essayer un petit peu de comprendre un peu tout ça. Quand on regarde l'évolution de l'informatique, le tout début de l'informatique, c'était des machines en 1900. Vous voyez, 1900, c'est quand même il y a quelques années, un paquet d'années. Les machines, elles étaient extrêmement simples, extrêmement rudimentaires. Elles n'étaient pas électroniques, elles étaient, on va dire, mécanographiques. Et c'était des machines qui étaient conçues à l'usine pour produire, elles n'étaient pas programmables, elles réalisaient des fonctions extrêmement basiques. Et les résultats obtenus, c'était des données. Et à cette époque-là, on ne parlait même pas de données flottantes, c'était des entiers, et bien sûr encore moins des valeurs alphanumériques. Et en fait, les données qui étaient produites devaient être interprétées par les humains pour qu'eux-mêmes, après, en fonction de cette interprétation, puissent en dégager de la connaissance et prendre les bonnes décisions qui allaient bien. C'était des machines qui, généralement, au départ, servaient beaucoup pour la comptabilité. Et elles étaient très rudimentaires. Aujourd'hui, les ordinateurs que nous avons tous, que nous utilisons tous, nous faut rentrer dans la deuxième ère. C'est celle que les informatiques que vous connaissez. C'est des machines qui sont programmables, c'est des machines qui sont capables de manipuler de l'information, c'est des systèmes d'information. Et au-delà simplement du traitement de données, les machines sont capables de réaliser des traitements qui sont différenciés en fonction des données et nous dégager, manipuler de l'information. À partir de ces informations qui sont produites par les machines, qui le fait finalement de l'exécution des programmes, eh bien l'humain derrière prend en compte ces informations produites et dégage des connaissances à partir de sa réflexion qui est basée sur son expertise, son savoir-faire dans le domaine considéré. Ça, c'est ce que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est ce que nous utilisons tous aujourd'hui. En revanche, comme vous le savez tous, on est de plus en plus noyés par les données et nous-mêmes, nous produisons un maximum de données. Et finalement, ce qu'on cherche à se dire, mais en tant qu'utilisateur, j'ai tellement de données à récupérer, j'ai tellement d'informations à brasser, même si les ordinateurs me produisent toutes ces informations-là, et on voit bien avec les réseaux sociaux, on voit bien avec toutes les applications qui fonctionnent, je suis quand même amené, moi, à dégager de la connaissance et je n'y arrive plus. Je n'ai plus le temps de dégager de la connaissance pour me concentrer sur mon métier, pour me concentrer sur mon activité de prise de décision. Et en fait, aujourd'hui, face à cette situation, on est capable d'apporter une réponse. Les systèmes aujourd'hui sont capables de générer de la connaissance, de faire émerger la connaissance à partir de toutes ces informations qui sont manipulées. Et c'est ça, cette ère cognitive dans laquelle on est là-dedans. Et IBM a effectivement été précurseur de la mise en œuvre de cette démarche-là
notamment avec Watson, et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est rendu possible? Pourquoi on en est arrivé là? C'est grâce à la convergence de 4 technologies. La première, c'est la nanotechnologie, la deuxième, c'est la biotechnologie, troisième, c'est l'informatique, et la quatrième, je ne vais pas développer les 3 premières, je vais juste un petit peu évoquer la dernière, qui sont les sciences cognitives. C'est-à-dire que maintenant, on comprend mieux comment nous fonctionnons. Il y a des gens qui ont travaillé, des gens chez IBM, qui se sont posés des questions sur comment nous fonctionnons, comment nous prenons des décisions, quels sont nos processus intellectuels pour pouvoir, finalement, à partir des données que nous avons, de l'information que nous avons, être en mesure de générer de la connaissance en nous-mêmes pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions qui vont bien. Et donc, on s'est inspiré de ça. On est dans une logique de bio-inspiration de nos processus de fonctionnement. Alors, suivant 3 axes. Le premier axe, c'est que les systèmes maintenant, ils sont capables, je dirais par les algorithmes qu'on implémente, ils sont capables, entre guillemets, d'apprendre. Alors, apprendre, ça veut dire, finalement, c'est des algorithmes qui sont de plus en plus pertinents. Je fais très attention aux termes que j'utilise. C'est des algorithmes qui sont de plus en plus pertinents par rapport à des objectifs qu'on leur a assignés. Ils deviennent de plus en plus efficaces au fur et à mesure qu'ils récupèrent des informations, au fur et à mesure qu'il y a une interaction qui s'établit entre l'homme et la machine. Il y a une phase, j'évoquerai tout à l'heure, d'apprentissage, d'initialisation, on va dire, si on parle comme ça d'un point de vue informatique. Et puis après, le système, il va être de plus en plus pertinent. Ce qui est différent de l'approche aujourd'hui, parce que finalement, un système, eh bien, quand on le considère comme étant une boîte noire, on introduit une valeur en entrée, on aura pour une même valeur en entrée, on aura la même valeur en sortie, quel que soit le temps, quel que soit t. Avec les systèmes du type apprenant, eh bien, le système va être, la sortie devrait être plus pertinente par rapport à la sortie précédente en fonction des objectifs à atteindre, parce que le système se sera nourri d'informations supplémentaires. Il aura pu prendre en compte l'environnement extérieur et j'y reviendrai. Ça, c'est important. Le deuxième point, j'évoquais aussi le fait que, eh bien, sciences cognitives, ça veut dire qu'on comprend mieux comment nous fonctionnons. Et en fait, une des illustrations de comment nous fonctionnons, quand on est face à une situation, on est souvent face à les conséquences d'une cause. Vous avez une panne voiture, par exemple, hein, pour ceux qui conduisent et qui ont une voiture, eh bien, la voiture, elle ne fonctionne plus, vous avez un témoin rouge qui s'allume, c'est des conséquences de quelque chose. Et on est toujours dans une démarche, quelque part, d'aller rechercher là où les causes les plus plausibles qui ont engendré la conséquence. Et donc là, on est souvent dans cette démarche-là, d'essayer de comprendre à partir du contexte, à partir des informations, à partir de la connaissance que nous avons d'une situation, comment remonter aux causes. Alors c'est une illustration, il n'y a pas que celle-là. Et vous verrez que quand on est médecin, notamment, et qu'on vient avec des symptômes, eh bien, quelque part, quand on tousse, c'est les conséquences de quelque chose. Et c'est quoi la cause qui provoque la toux? Et c'est bien le rôle du médecin. Et vous voyez bien qu'on est bien dans cette logique-là. Le troisième point, c'est que on a compris qu'on ne fonctionnait pas trop mal, nous, d'un point de vue humain. On a dans notre petite tête un certain nombre de neurones. On en a 100 milliards de neurones, l'ordre de grandeur. Et que 100 milliards de neurones, juste pour illustrer un peu ce que ça veut dire, 100 milliards de neurones, et chaque neurone, on va dire, tweet, j'ai bien utilisé cette expression-là, à peu près avec 10 000 autres neurones. Donc imaginez la combinatoire que cela représente. Et en plus de ça, on a dans notre cerveau, en plus, à peu près l'équivalent aussi de 100 milliards d'autres cellules qu'on appelle les cellules gliales. Alors, on sait toujours pas, enfin en tout cas moi je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais vu qu'il y en a 100 milliards, ça doit quand même servir à quelque chose. Et en fait, on ne sait pas trop. Mais pour vous dire quand même qu'on s'est dit, si on s'inspirait un peu de la façon dont nous fonctionnons, dans une approche bio-inspirée, eh bien finalement on devrait obtenir des résultats. Alors, effectivement, on a imaginé des réseaux de neurones artificiels depuis quelques années maintenant, c'est pas récent, hein. Tout ce que je suis en train d'expliquer, ça se met en œuvre là parce qu'on maîtrise beaucoup plus ces techniques, mais les réseaux de neurones existent depuis bien longtemps. On les maîtrise beaucoup mieux, on arrive à obtenir des résultats qui sont assez spectaculaires. J'évoquerai ça un petit peu plus tard tout à l'heure. Ce qui fait que, alors, je vais passer un petit peu, je vais évoluer, parce que c'est bien pour vous que vous ayez ça, je vais passer à la fois sous l'aspect un peu technique et un peu industriel, un peu voire même commercial, pour que vous compreniez un petit peu les allers-retours et pourquoi ça sert dans l'entreprise. Aujourd'hui, grâce à ça, finalement, les solutions qu'on va être à même de bâtir pour nos clients, quand ils sont face à une situation, ce sont des solutions qui ne vont pas être axées ou qui ne vont pas être centrées sur le produit, sur un produit que l'on va vendre. En fait, on va vendre une solution cognitive qui va être basée sur le besoin d'un client et de ses données. Le client, maintenant, vous voyez, quand on vient voir IBM, on vient rarement voir IBM pour acheter du matériel seul, pour acheter du logiciel seul, ou pour acheter de l'intégration du logiciel et du matériel.
On vient très souvent voir IBM maintenant pour acheter, pour qu'on vienne aider le client à résoudre une problématique métier. Problématique métier dans son contexte métier. Voilà. Et c'est une illustration. J'ai un problème de maintenance, j'ai un problème de fraude, j'ai un problème de meilleure compréhension d'une pathologie. Voilà. On vient nous voir pour ça maintenant. Et ça nécessite de mettre de la puissance de calcul, ça nécessite de mettre des logiciels, mais ça nécessite aussi de développer de l'ingénierie, de développer des intelligences artificielles sur ces infrastructures pour adresser, pour répondre à une problématique métier. Et donc ça, c'est vraiment important de comprendre que finalement, les entreprises, pour, je dirais, développer leur stratégie, vont être amenées à se transformer, et elles vont être amenées à se transformer en exploitant l'ensemble des données qu'elles ont à leur disposition, dans une approche de description des données qu'elles possèdent, et après être en mesure de faire de la prédiction et d'imaginer des scénarios, de se projeter un petit peu dans le temps pour pouvoir après démarrer, avoir des actions de prescription, des décisions à prendre en compte, des actions à réaliser en vue d'un certain nombre de résultats. Et vous voyez que là, l'apport de cette intelligence artificielle, l'apport de ces systèmes cognitifs vont permettre d'adresser ça, et ça s'inscrit dans une transformation digitale pour laquelle l'entreprise s'inscrit de plus en plus. Alors, ce qui amène finalement, quand on regarde un peu comment les choses se font, ce qui amène finalement, quand on regarde le COMEX, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est finalement ceux qui décident au niveau de l'entreprise, ceux qui définissent la stratégie. Ce sont les patrons d'entreprise, on va dire. Hein. Eux, ils définissent la stratégie, et finalement, en définissant cette stratégie, ils vont imaginer les besoins métiers. Et ces besoins métiers, qui peuvent être des nouveaux services, qui peuvent être l'adaptation des services existants, qui peuvent être tout simplement aussi, pourquoi pas, l'amélioration de ce qu'on appelle l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire d'être plus productif, d'être plus efficace, d'avoir des coûts à la baisse, etc. On va se baser sur les données pour pouvoir réaliser des solutions. Mais il y a une autre approche qui est extrêmement intéressante que je voudrais évoquer avec vous. Qui fait la data science un peu? Qui c'est qui manipule la data? Pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, il y a un point que je voudrais évoquer qui est extrêmement intéressant, extrêmement passionnant, et je voudrais vous faire toucher quelque chose qui est absolument génial. On vient avec un besoin métier, et le besoin métier, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on cherche à adresser. On a les datas, et avec ces datas-là, on va chercher à répondre aux attentes du métier. On va, par exemple, mieux comprendre une pathologie parce qu'on a les dossiers patients. OK. Mais il y a une autre approche qui est intéressante, c'est les datas en tant que telles, on va dire que c'est du pétrole brut. C'est une richesse. Il y a quelque chose dans ces datas-là. Et finalement, si moi, je viens avec mes outils mathématiques, avec mes microscopes électroniques, si je peux dire, et que je regarde un petit peu ces datas de façon complètement agnostique, je viens simplement, je regarde ce qui se passe. Est-ce que je vois des choses? Est-ce que je vois des corrélations entre les datas? Est-ce que je vois tout un ensemble de choses que finalement je ne verrais peut-être pas, moi, humain, à l'échelle humaine, sans explorer ces datas avec mon rôle de mathématicien ou de data scientist? Et cette exploration de data, c'est extrêmement intéressant de conjuguer cette exploration de data avec, je dirais, quelque part, le besoin métier, parce que finalement, ça peut nourrir le besoin métier, ça peut le cibler. L'exploration des data peuvent révéler le fait que il faut plutôt aller dans telle direction pour développer une stratégie, ou il faut plutôt aller dans telle direction pour mieux comprendre une pathologie, chose qu'on ne voyait peut-être pas à l'échelle humaine. Et ce jeu d'aller-retour entre le besoin métier et l'exploration de data est absolument vertueux, et d'ailleurs qui nourrit des stratégies qui peuvent être développées. Je vais vous donner une illustration pour vous faire sentir ça. Un jour, un client vient me voir et me dit, voilà, j'ai un problème, donc c'est un équipementier, peu importe. Il avait un problème de maintenance sur ses équipements, maintenance prédictive. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne pouvait pas anticiper plus rapidement les pannes de son équipement. Alors, je suis allé voir le client et je lui ai dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, vous allez me donner vos datas. Donc, les datas étaient propres, je pouvais les exploiter, etc. Mais je lui ai dit, surtout, vous ne me dites pas ce que signifient ces datas. Qu'est-ce que signifient ces datas? Donc, vous voyez, ça se représente par un grand tableau, un tableau avec des lignes et des colonnes. En ligne, généralement, on met les équipements. En colonne, on met les variables qui caractérisent les équipements. Et je dis surtout, vous ne m'expliquez pas à quoi correspondent ces variables-là. Je veux être complètement neutre. Je ne veux pas être dans un rail cognitif pour orienter quelque part de façon subjective ma réflexion et mon approche. J'avais juste la variable 1, la variable 2, la variable 1000, la variable 500, etc. etc. J'ai vu des choses. Je dis, de façon factuelle, je suis allé voir le client et je lui dis, vous savez quoi, je vois des choses entre cette variable-là et cette variable-là, des propriétés statistiques, peu importe. Peu importe. Mais je l'ai fait de façon complètement agnostique. Et en faisant ça, j'ai révélé quelque chose au client qu'il n'avait pas vu. Rigolo.
rigolo, pour vous montrer un peu la puissance de ce que ça peut apporter quand on utilise des outils à ce stade-là maintenant pour améliorer ou apporter une visibilité sur à la fois la stratégie d'un client, mais aussi ses problématiques de tous les jours, problématiques de maintenance par exemple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une logique un peu de plateforme cognitive, d'intelligence artificielle, où on a le besoin métier, plateforme digitale. On est dans une approche, et j'y reviendrai tout à l'heure, de conceptualisation, de modélisation, d'exploration de ces datas, voire de la simulation, en combinant les datas plus toutes les activités d'intelligence artificielle, de data science et de machine learning. On arrive comme ça à faire en sorte que les entreprises arrivent à développer leur stratégie dans une approche de transformation digitale. Alors, c'était vraiment une parenthèse que je voulais faire, mais qui était importante pour vous faire sentir un peu le contexte dans lequel on est. Maintenant, je reviens un peu sur l'aspect un peu plus technique. Donc, l'ère cognitive, pourquoi c'est important, transformation digitale. Je vous ai dit qu'on était effectivement lié au fait que c'était lié à la convergence NBIC. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, juste petit sondage, là, pour vous réveiller un petit peu d'ailleurs. Qui sait ce que c'est que l'intelligence artificielle? Est-ce que il y en a un qui ose la main là? Ose. Un parmi combien? 100 et quelques personnes. 2. Bien. Oui, il faut toujours qu'il y en ait un pour que ça déclenche après, puis tout le monde va me lever la main après. Alors voilà, je vais vous expliquer ce que c'est. Enfin, je vais vous expliquer. Je ne vais certainement pas faire un cours d'intelligence artificielle. Je vais juste évoquer avec vous ce que nous, chez IBM, on considère comme étant l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que c'est quelque part ce que l'on a l'habitude de. C'est très académique parce que ça revient à la base, c'est 1956. Vous voyez que l'intelligence artificielle, ça ne date pas d'aujourd'hui, 1956. Et quand on regarde ce que c'est qu'un agent intelligent artificiel, c'est finalement une boîte qui va simuler des processus cognitifs, à l'instar de ce que nous faisons. Et cette réalisation de processus cognitifs, ce sera nous qui allons implémenter ces processus cognitifs. Ça ne va pas le faire spontanément, naturellement. Il y a de la programmation derrière, il y a des algorithmes à mettre en œuvre. Et ces processus cognitifs, ils ont pour but finalement d'atteindre des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, vous allez voir que c'est exactement comme nous. On va tenir compte de l'environnement extérieur du système. Pour agir sur l'environnement extérieur du système, on tient compte en entrée de l'environnement extérieur. On va agir sur cet environnement extérieur en tenant compte d'un certain nombre de contraintes. J'ai des objectifs à atteindre, j'ai des contraintes et je dois tenir compte de l'environnement extérieur pour agir sur cet environnement extérieur. Parfaite illustration, c'est la voiture autonome. Voiture autonome, je dois aller du point A au point B, c'est mon objectif. Mes contraintes, c'est le code de la route, les contraintes de sécurité qui m'ont été imposées lors de la programmation du système. Bien sûr, je tiens compte de l'environnement extérieur et j'agis sur l'environnement extérieur pour aller du point A au point B. Et c'est exactement ce que nous faisons, nous, quand nous nous déplaçons. C'est exactement quand nous prenons des décisions. Nous tenons compte de ce qui se passe autour de nous. C'est peut-être pas forcément physique, ça peut être simplement les informations que nous percevons, que nous recevons de la part au niveau mail, etc. Et nous agissons comme ça. Alors, ce qui est important de noter, donc ça c'est la définition, et quand on met une intelligence artificielle, quand on développe une solution pour adresser une problématique métier chez nos clients, nous sommes en train de concevoir les algorithmes qui vont permettre de faire ça. C'est exactement ça. En revanche, il y a un point particulier que je voudrais évoquer pour dire ce que ça fait et ce que ça ne fait pas. Aujourd'hui, à l'état de la recherche actuelle, et je pense que pendant quelques années, on en restera encore là, l'intelligence de cette intelligence artificielle-là, elle est nulle. Elle est nulle. Alors, on a beau dire que l'intelligence artificielle va dominer l'homme, etc. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas si je serai là pour le vivre, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a encore quelques générations, je dirais, après moi, pour pouvoir vivre ça. L'intelligence artificielle qui va être en mesure de dominer l'humain, c'est vraiment pas pour aujourd'hui. En revanche, l'usage que l'humain peut faire d'une telle intelligence artificielle, là, effectivement, on peut se poser la question de la pertinence, du côté un peu moral ou éthique de l'usage que peut être fait de ce type de produit dans les mains de personnes. Ça, c'est un autre sujet. Mais un marteau, on peut très bien développer un marteau. Un marteau, c'est fait pour enfoncer un clou. C'est fait normalement que pour enfoncer un clou et pas pour autre chose. Donc, il faut faire un peu attention. Et je voulais juste évoquer le fait que ce genre d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, en ce sens qu'elle est conçue pour atteindre des objectifs. Elle ne va pas changer par elle-même les objectifs. Elle ne va pas changer par elle-même les algorithmes qui lui ont été implémentés. Elle ne prend pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Il n'y a pas de créativité innée ou émergente de cette intelligence artificielle.
elle ne comprend pas le sens commun. Donc je voudrais vraiment que vous voyez les choses soient bien claires. En revanche, c'est très puissant. C'est bien conçu, et on expliquera ça. C'est effectivement très, très puissant. Il n'y a pas de prise de conscience de l'intelligence artificielle, si ce n'est que, d'abord, qu'est-ce que c'est que la conscience? Pas évident. Hein. Alors, je vais juste vous faire ressentir un peu la difficulté que l'on a quand on modélise. Vous voyez, moi-même, avec mes équipes, on cherche à modéliser un peu les sentiments, les atypismes, les intentionnalités, mais la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est extrêmement difficile. Je vais juste vous faire sentir, je serais incapable de le faire, de définir la conscience. Je peux juste vous faire sentir la manifestation de la conscience. Vous allez voir qu'avec ce que je vais vous dire, vous allez ressentir cette manifestation de la conscience. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Moi, je suis en train de vous parler. Et en m'écoutant, vous pouvez vous dire tout un chacun, je suis en train d'écouter quelqu'un qui me parle d'intelligence artificielle. Là, vous êtes en train de prendre conscience. Avant, vous n'étiez pas en train de prendre conscience que vous m'écoutiez. Vous m'écoutiez. De la même manière que moi, je n'étais pas en train de prendre conscience que je vous parle. Dans ma petite voix intérieure, une approche réflexive, je suis en train de vous parler. Je me le dis dans ma tête, je suis en train de vous parler. C'est ma manifestation de la conscience de ce que je fais. Et rien que cet aspect des choses, être en mesure de développer un algorithme, c'est extrêmement difficile. Alors, vous avez peut-être tous... Qui c'est qui a entendu parler du test de Turing? Ah, quand même. Alors, c'est rigolo parce que l'intelligence artificielle, non, mais le test de Turing, oui. C'est rigolo. Alors, le test de Turing, c'est effectivement le Graal de l'intelligence artificielle. C'est un peu l'équivalent de l'hypothèse de Riemann pour les matheux. Il y a des gens qui font des maths. L'hypothèse de Riemann, ça vous parle? Quelques-uns. L'hypothèse de Riemann, ça vous parle pour certains? Oui, vous? Voilà. Bon, c'est un peu le Graal, l'équivalent de, je dirais, de l'intelligence artificielle. On s'était dit, enfin les Turing s'étaient dit, ben, finalement, est-ce qu'un jour on pourra bâtir une intelligence artificielle qui sera telle qu'elle fera croire à l'humain qu'elle discute avec un autre humain, alors que l'humain discute avec une intelligence artificielle? Ça, c'est le Graal. Et en fait, on n'y arrive pas. À chaque fois, on dit qu'on est arrivé. Vous voyez, c'était en 2014, pardon. On croyait qu'on tenait le bon bout il y a 4 ans, et finalement, ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours des petits détails, des petites subtilités dans un protocole bien particulier qui fait que l'humain se rend compte qu'il ne discute pas avec un humain, mais qu'il discute bien avec une machine. Alors, par rapport à ça, je voudrais vous faire sentir 2 petites choses qui sont extrêmement importantes. L'humain se rend compte qu'il ne discute pas avec un humain parce qu'il y a des subtilités humaines. L'humain peut amener l'intelligence artificielle dans un domaine où, à un moment donné, l'intelligence artificielle va s'épuiser, ne va pas être cohérent dans son dialogue. Ça, c'est la première chose. Il va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une façon de tourner les phrases qui ne va pas, etc. Mais il peut y avoir aussi un autre phénomène, c'est que quand c'est trop inhumain, l'humain peut se rendre compte aussi. Trop parfait, l'humain peut se rendre compte aussi. Je vais vous donner une parfaite illustration de quelque chose qui est très, très, très rigolote comme expérience. Qui c'est qui est mélomane? Ah, il y a quelques personnes qui sont mélomanes. Alors, il y a une expérience qui a été menée avec une œuvre de piano donc classique, où l'œuvre était parfaitement décrite dans la partition. Il y avait les notes, il y avait le rythme, il y avait les nuances. Tout était indiqué, tout était là. Il suffisait juste d'exécuter l'œuvre telle qu'elle était inscrite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné cette œuvre-là pour qu'elle soit exécutée par une machine, qui effectivement l'a jouée à la perfection. Cette même œuvre, elle a été donnée pour être interprétée par des humains qui, chacun, l'a interprétée à sa façon, en tant qu'interprète, des vrais pianistes, des vrais interprètes pianistes. Et on a demandé à des musicologues d'écouter l'œuvre et de classer, de faire un ranking de quelle est la meilleure œuvre qui a été interprétée. Quelle est la meilleure interprétation, quelle est la meilleure interprétation de l'œuvre. Et comme vous pouvez vous en douter, celle qui était la plus mauvaise, c'était celle qui était faite par la machine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la patte humaine, il n'y avait pas l'interprétation humaine. Et c'est intéressant de considérer ça, hein, que cet aspect humain, cet aspect d'empathie, si je peux dire, cet aspect de proximité, de signaux humains, le fait de le mettre en œuvre dans une intelligence artificielle est un vrai sujet. En revanche, les applications sont importantes. Il y a quand même des applications. Il y a des choses spectaculaires qu'on arrive à faire. Je ne vais certainement pas toutes les développer là, vous avez la liste, mais globalement, si on sent un peu les choses, c'est souvent prendre la décision dans l'incertain. Et on se rend bien compte que nous-mêmes, on est très souvent confrontés où on doit arbitrer, on doit prendre des décisions. On n'a pas tous les éléments devant nous, mais on doit quand même prendre des décisions. Et là, si on a un outil qui est capable de nous aider là-dessus, c'est fantastique. Et on y arrive. L'autre point aussi, c'est le raisonnement sur l'action et le changement. C'est typiquement, il y a la dimension temporelle là-dedans. Les choses évoluent. On voit quelque chose qui évolue, peut-être le cours d'une action.
ou je ne sais pas, ou une pathologie particulière, eh bien, on peut développer une intelligence artificielle qui va suivre de façon, c'est l'expression consacrée, qui va suivre de façon longitudinale l'évolution de quelque chose et finalement de faire de l'induction, de la généralisation et de faire de la prédiction par rapport à ça. L'autre point, je l'ai évoqué un petit peu aussi, c'est tous les aspects d'études comportementales, l'intentionnalité, les sentiments, l'atypisme. On retrouve beaucoup l'atypisme, par exemple, dans des phénomènes de fraude, dans des comportements frauduleux, de fraude. Typiquement, ben voilà, quand quelqu'un a un comportement un peu anormal dans l'usage de son titre de paiement, eh bien là, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va rechercher des atypismes, par exemple. Et puis, l'autre sujet qui est très important aussi, c'est que souvent, il y a plusieurs acteurs qui participent, qui échangent, qui communiquent, qui ne sont pas forcément coopératifs. Ils peuvent être non coopératifs, notamment dans le domaine de l'économie. Il est intéressant d'imaginer de développer des intelligences artificielles qui sont capables finalement, ensemble, d'être un système multi-agent et chacun ayant une stratégie par rapport à propre et essayer de déterminer finalement, chacun ayant sa stratégie, individuellement, quelle est la meilleure stratégie à développer, sachant qu'autour de nous, il y a des gens qui sont coopératifs, d'autres qui ne le sont pas. Ça relève des techniques de théorie des jeux, mais on sent bien qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a un vrai potentiel intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue, il y a plein de choses là-dessus. Et les secteurs d'activité, on le retrouve partout. Quel que soit le secteur d'activité, que ce soit les marchés financiers, le transport, la santé, la sécurité, la distribution, on retrouve partout ça. Et je ne vais pas les développer tous, mais juste pour vous dire que ce genre de choses, quelle que soit l'industrie, quelle que soit l'activité, on le retrouve. Il y a un point fondamental aussi que je voudrais partager avec vous, qui est riche d'enseignements. Les intelligences artificielles que l'on est en train de développer en ce moment sont en mesure, on tend à les doter de capacités à comprendre le langage naturel. Et donc là, ça apporte une dimension toute nouvelle par rapport à l'interaction homme-machine, par rapport à la relation homme-machine. Quand je discute avec vous, finalement, j'ai toute mon expressivité sémantique. Je parle avec vous, vous comprenez ce que je raconte, avec mes nuances sémantiques, avec quelquefois mes ambiguïtés, et on se comprend. Quand vous êtes face à une machine, finalement, la machine est très très pauvre d'un point de vue sémantique, et vous êtes obligé, quelque part, de vous mettre dans le rail de la machine avec un vocabulaire restreint, une grammaire très restreinte, et avec une sémantique quasiment nulle. Et ça veut dire que l'expressivité que vous avez avec votre machine, l'interaction avec votre machine est relativement pauvre. Si maintenant vous avez des intelligences artificielles qui sont capables de comprendre votre langage, de comprendre le langage naturel, eh bien finalement, on n'est plus dans une interaction homme-machine, vous n'êtes plus dans une collaboration homme-machine, parce que globalement, vous pouvez vous exprimer comme vous pouvez vous exprimer avec un humain. Et donc, l'expressivité est quasiment totale. Alors, on n'est pas encore comme une relation humaine, hein, comme j'évoquais tout à l'heure. En revanche, vous pouvez maintenant apporter des subtilités dans l'expression de ce que vous êtes en train de dire, et c'est extrêmement important. Parce que ça veut dire que vous avez un système qui vous dégage de la connaissance. Ce système vous dégageant de la connaissance, vous êtes en mesure de prendre des décisions. Et puis finalement, en fonction des connaissances qu'il peut vous apporter, vous pouvez reformuler la question. Vous pouvez peut-être expérimenter, avoir une autre approche en disant, tiens, il m'a répondu ça, mais si je lui pose ça comme ça, comment il va réagir? Et je peux même me permettre de lui poser une question que je peux considérer comme stupide. C'est pas grave, c'est une machine. Alors qu'un humain, il va dire, mais oui, mais non, je n'ose pas poser la question parce que je vais paraître ridicule. Avec la machine, vous pouvez le faire. Et donc, en faisant ça, en ayant cette interaction, cette collaboration en machine, avec des résultats instantanés, ça a pour effet, finalement, d'améliorer l'intuition d'une personne dans son domaine de compétences. Et là, ça tire vers le haut. Et si chaque individu est dans cette approche-là, si finalement on généralise cette approche et que de plus en plus les individus vont être amenés à discuter, à collaborer avec les machines, eh bien, ça veut dire que collectivement, eh bien, il va y avoir une intelligence augmentée au niveau des humains dans le domaine, dans l'expertise concernée, par exemple dans le domaine médical, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, c'est un effet, j'aurais presque tendance, je ne sais pas si c'est le terme collatéral parce qu'il est extrêmement important, c'est cette dimension finalement d'intelligence augmentée collective qui est en train d'émerger du fait de la mise en œuvre de ce type de solution. Alors, important ça. Alors, qui a entendu parler du machine learning? Ah, ben c'est bien, ça commence là, ça commence un peu à... Alors le machine learning, c'est tout simple, je ne vais certainement pas développer plus que ça le machine learning, mais comme j'évoquais tout à l'heure, c'est
finalement l'ensemble des algorithmes qui vont faire que, eh bien, on va faire en sorte que le système atteigne des objectifs qu'on imagine pertinents qu'il réalise compte tenu du contexte dans lequel on est. Donc, c'est des systèmes qui sont apprenants. Alors, le fait de dire que c'est des systèmes qui sont apprenants, il ne se rend pas compte qu'il apprend. Je voudrais bien que vous sentiez que ce qu'on est en train de réaliser, c'est des algorithmes qui vont réaliser quelque chose que nous comprenons, nous sommes conscients de ce qu'il est en train de faire, mais il n'y a pas, encore une fois, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une prise de conscience du système pour qu'il se dise, je suis en train d'apprendre quelque chose et je m'enrichis, etc. Il ne se rend pas compte de ça. C'est simplement des algorithmes qui sont exécutés et qui sont de plus en plus performants, avec, globalement, pour ceux qui font un peu d'optimisation, on se retrouve très souvent à devoir résoudre un problème d'optimisation, c'est-à-dire qu'on cherche à atteindre un objectif, le système produit un résultat et on va chercher à ce que le système puisse se rapprocher de l'objectif effectif. Donc c'est une minimisation d'une erreur quadratique. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important que vous compreniez que finalement c'est un problème d'optimisation pour ceux qui font un peu de maths ou qui ont fait un peu de maths. Voilà. Alors, pour ça, comme c'est un système apprenant, on va dire qu'il faut lui apprendre au départ. Un peu comme nous, on est apprenant. Alors, le système apprenant entre guillemets, hein, mais quelque part, il faut que le système, les algorithmes soient capables de savoir comment se comporter face à telle situation. Et ça veut dire qu'il y a une phase d'entraînement au départ. Et cette phase d'entraînement, il y a 4 façons de le faire. La première, celle que vous avez certainement entendu parler, c'est la phase d'entraînement dite apprentissage supervisé. Ça fait un peu de plop là, j'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous. Voilà. Ça veut dire que globalement, avant de mettre le système en production, on va lui dire, tu sais quoi, je vais t'expliquer comment il faut que tu te comportes. Je vais te donner un jeu d'essai. Je vais dire, voilà, si je te mets ça en entrée, rappelez-vous l'intelligence artificielle, il y a des entrées, des sorties, et puis des objectifs. Si je te donne ça en entrée, voilà comment tu dois te comporter en sortie. Et on lui donne un jeu d'essai, suffisamment d'éléments pour que statistiquement, le système puisse après se comporter, ou tout au moins on pense qu'il va se comporter comme il devrait se comporter. Avec quand même, pour ceux qui ont fait un peu de statistiques, un sujet là-dessus. C'est que si on a un jeu d'entraînement, ça veut dire que les données doivent être représentatives de la population. Donc on doit considérer un échantillon représentatif de la population pour que le système se comporte le mieux possible, tout au moins en tenant compte des lois statistiques, et je ne reviendrai pas là-dessus. La deuxième, c'est l'apprentissage non supervisé. Alors, l'apprentissage supervisé, c'est quelque chose, dans notre plus jeune enfance, on a eu l'occasion de vivre ça, hein, quand on nous apprend, quand nos parents nous apprennent des choses, on est vraiment dans du supervisé. Le non supervisé, c'est on va laisser le système s'auto-déterminer par lui-même au travers des propriétés statistiques des données qu'il manipule. Donc, c'est typiquement des algorithmes qui permettent de faire de la classification. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les individus vont être déterminés par l'algorithme en tenant compte d'une certaine similarité entre individus ou une distance entre certains individus qui vont permettre le système à s'autodéterminer par lui-même. Voilà. Donc ça, c'est des techniques qui sont subtiles à mettre en œuvre, mais qui fonctionnent pas mal et que l'on peut bien sûr combiner. Le troisième, qui est l'apprentissage par renforcement, celui-là, il est rigolo. Ça, c'est, vous voyez, je vais cacher un objet dans une pièce, je ne vous dis pas où se trouve l'objet, et puis je vais demander à une personne, en fonction de son évolution, je vais lui dire c'est chaud, c'est froid, sans dire où se trouve l'objet. Et c'est rigolo parce que la personne va finir par converger vers là où se trouve l'objet. Ça, c'est la technique du renforcement. Et on utilise beaucoup ces techniques de renforcement pour les robots, pour les automates, pour leur faire répéter des gestes qui sont réalisés par les humains pour qu'après, ils puissent eux-mêmes réaliser ce genre de choses. Alors, vous avez vu que là, superviser, surtout, ou renforcement, j'explique, surtout superviser, j'explique finalement comment le système doit se comporter. Le quatrième technique d'apprentissage, c'est je vais quand même aussi expliquer au système comment il ne doit pas se comporter. C'est-à-dire ce qu'il ne doit pas faire. Alors souvent, quand on fait de la pédagogie, on est dit, voilà ce qu'il faut faire. On n'ose pas trop dire ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas donner des exemples qu'il ne faut pas faire. Mais quelquefois, c'est intéressant aussi de dire, attention, ça, il ne faut pas le faire. Voilà. Alors, voilà un petit peu ce que c'est que le machine learning. Et une des manifestations de l'implémentation du machine learning, c'est effectivement les réseaux de neurones. Alors, un neurone, c'est tout bébête, c'est tout simple. C'est une espèce de composant avec des entrées, plusieurs entrées. On somme l'ensemble de ces entrées, on fait une addition toute bête avec une pondération pour chacune des entrées. Donc, vous avez par exemple 3 entrées, E1, E2, E3. À chaque entrée correspond une pondération, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et on fait la somme du produit des alpha I, EI. Voilà.
et puis ça donne un résultat, donc c'est une sorte de fonction linéaire. Et puis, à la sortie, eh ben, finalement, on va casser cette linéarité, et on va dire, ben, si ça atteint un certain seuil, eh bien, la sortie, ça vaut 1, ou la sortie, ça vaut 0, par exemple. C'est un seuil. On peut trouver une autre fonction, mais c'est une des fonctions qu'on appelle la fonction seuil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, eh bien, globalement, eh bien, la sortie d'un neurone va être réinjectée dans l'entrée de l'autre neurone. Et le système, comme ça, va s'auto-configurer. Il y a ce qu'on appelle des poids synaptiques, exactement comme nous fonctionnons. Ça fonctionne comme ça, mais à une échelle beaucoup plus importante chez nous. Ces coefficients synaptiques, enfin ces efficacités synaptiques, pardon, évoluent en fonction de notre environnement, de notre apprentissage, de notre expérience. Et lors de la phase d'entraînement, comme j'évoquais tout à l'heure, l'entraînement supervisé, eh bien, lorsqu'on va présenter des valeurs en entrée, on va dire voilà comment ce que tu dois obtenir en sortie. Et le système, en faisant, je dirais, une différence entre ce qu'il attend, enfin ce qu'il produit et ce qu'on attend de lui, eh bien, par un système qu'on appelle de descente de gradient, mais je ne vais certainement pas rentrer là-dedans, eh bien, les pondérations synaptiques vont s'établir naturellement. C'est aussi simple que ça dans le principe. Après, la complexité de ce bousin-là, c'est assez impressionnant, mais ça donne des résultats spectaculaires quand c'est bien calibré. Ce qui fait que globalement, vous voyez, on est arrivé, nous, chez IBM, à développer des processeurs qui ne font que ça, des processeurs qu'on appelle des processeurs neuromorphiques. Et vous voyez, là, par exemple, on a un processeur composé de 1 million de neurones. 1 million de neurones. Vous voyez, c'est tout petit, hein. En plus, c'est un petit composant de tout petit. Et ça consomme à même pas 100 milliwatts. Et quand vous regardez la consommation d'un processeur dans une machine comme celle-là, qui n'est pas du tout puissante, hein, qui est bien supérieure à ça, il y a quand même, ça montre un peu le côté spectaculaire de la technologie qui a été mise en œuvre pour ça. Et on a réalisé une petite expérience intéressante avec un laboratoire. On a bâti un petit système composé d'une dizaine de neurones, de processeurs comme ça, donc 10 millions de neurones. Et effectivement, il y a l'environnement programmatique qui va bien pour pouvoir finalement créer ce réseau de neurones, nombre de couches, nombre de réseaux de neurones par couche, etc., les fonctions de rupture de linéarisation, comme je l'ai évoqué. Et globalement, en faisant ce petit système, on est arrivé à simuler le comportement d'un petit rongeur face à des stimuli du style lumière, chaleur, etc., etc. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Et vous voyez qu'en termes de performance, ici, quand on regarde un peu ce qu'on arrive à obtenir, finalement, vous voyez, avec les capacités humaines, on est aux environs, si l'humain est bien dans son élément, le taux d'erreur est de l'ordre de 7%, et on arrive avec juste 5 millions de neurones maintenant, si le système est bien conçu, pour par exemple la reconnaissance d'objets, on arrive à descendre en dessous des 7%, disons 6%, ce qui est effectivement assez spectaculaire maintenant quand même, hein, quand le système est bien fait. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de l'ère cognitif. Je vous ai expliqué à quoi ça sert. On a fait un petit peu de technologie, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Maintenant, concrètement, comment on bâtit cette intelligence artificielle? Comment on imagine ce qu'il faut mettre dans cette intelligence artificielle? Ça passe par quelque chose qui est très important. Et je vais illustrer ça par quelque chose qui est rigolo, mais qui est vraiment, vraiment essentiel. Vous voyez ici, j'ai un cylindre qui est en tant que tel est un cylindre, est un objet. Et suivant la façon dont on regarde ce cylindre, on va le percevoir comme étant un carré ou on va le percevoir comme étant un cercle. Et là, on a un sujet, parce que lorsque moi, par exemple, un médecin vient me voir, on dit j'ai un problème, une pathologie particulière. Je veux traiter une pathologie particulière. Finalement, la pathologie, elle est là, et il est tout à fait possible que le médecin ne voit qu'une partie du problème à adresser, celle-là ou celle-là. Et derrière, ça peut avoir des conséquences importantes, parce que si moi, je viens avec mon bagage mathématique et que j'essaye de modéliser ce phénomène-là, je vais le modéliser en n'ayant que cette vision-là des choses, et pas celle-là. Et donc, il y a toute une activité essentielle avant d'imaginer l'intelligence artificielle que nous réalisons, nous, notamment chez IBM, qu'on appelle le design thinking, qui a pour objectif de comprendre le contexte métier dans lequel on est, de comprendre la problématique métier, et en y associant tous les experts, tous les gens qui sont spécialistes dans le domaine, pour justement avoir tous les angles de vue, avoir toutes les perspectives qui vont bien, pour imaginer se rapprocher le plus possible d'un phénomène. On n'arrive jamais à adresser 100% le phénomène. Il y a toujours une part d'incertitude, une part, de subjectivité même face à un phénomène.
Pour vous donner à quel point la subjectivité elle est inhérente à nous-mêmes, humains, est-ce que vous savez que la couleur n'existe pas? La couleur n'existe pas. C'est juste effectivement une interprétation dans notre cerveau, parce qu'on est programmé pour ça, pour pouvoir reconnaître, discriminer des spectres de fréquences différents. Mais la couleur n'existe pas. Il n'y a pas d'élément, je dirais, tangible, physique relatif à la couleur. Il y a une fréquence, il y a une analyse spectrale qui est faite, mais si ça se trouve, vous voyez, moi je vois ça comme étant je ne sais pas quelle couleur, je dis que c'est du bleu-vert, mais ça se trouve, chacun, on le nomme comme ça, mais si ça se trouve, moi, la couleur que je vois, c'est peut-être pas la vôtre. C'est intéressant de considérer ça, parce que c'est juste une interprétation subjective. Et lorsqu'on est face à un phénomène, eh bien, forcément, on est dans un rail cognitif, parce qu'on est humain, avec notre part d'interprétation humaine, et lorsque l'on doit développer une intelligence artificielle, ben, on va transmettre à cette intelligence artificielle cette part de subjectivité. D'où la nécessité d'être, par-delà les algorithmes, de bien travailler avec les consultants, les gens, par exemple, chez nous, chez IBM, qui sont là des spécialistes dans le domaine d'activité, pour discuter avec les clients spécialistes dans leur domaine pour pouvoir adresser effectivement le vrai phénomène. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a les mêmes mots, on parle le même langage ensemble, on pense avoir compris le phénomène ensemble. À partir de ça, on conceptualise le phénomène. Avec mes équipes, on est capable après de modéliser, de mathématiser finalement la situation. Alors, après, une fois que c'est mathématisé, je dirais, même si c'est très difficile, même si ça peut être très difficile, après, c'est beaucoup plus objectif parce qu'on a les outils mathématiques qui vont bien avec toute la logique et la rigueur mathématique derrière et les choses sont plus simples. Mais la part, enfin, plus simple, moins ambiguë. En revanche, l'ambiguïté vient du fait qu'on est dans du cognitif, on est dans de l'humain. Et cet humain-là, il faut percevoir ce que ça signifie en termes de, je dirais, de biais apportés par la mise en œuvre dans le cas d'intelligence artificielle. Alors, je vais évoquer avec vous peut-être ce slide-là qui est peut-être le plus difficile. Je ne vous ai pas trop endormi, ça va là? C'est bon? Ça va aller. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un smartphone tout bête. Ce smartphone-là, si je demande à chacun sur un morceau de papier de me décrire le smartphone et que je ramasse les copies, il va y avoir des dénominateurs communs, mais il va y avoir des choses qui vont être différenciantes en fonction de chacun d'entre vous. Si je vous dis à quoi ça sert, à quoi ça correspond, chacun va me faire une description qui va être la sienne. Et donc, ça veut dire que quelque part, vous allez avoir, il y a la chose en tant que telle qui existe indépendamment de vous, avec ce qu'elle représente comme propriété, et puis vous allez avoir une idée de la chose, vous allez avoir une sorte de signifié, un concept que vous vous faites là-dessus, et puis vous allez pouvoir le nommer. Alors, ce qui est rigolo là-dedans, c'est que quand vous nommez, c'est presque un réflexe. Quand vous dites smartphone, pour tout un chacun d'entre vous, un smartphone représente quelque chose, représente un signifié, une idée, mais n'est jamais la chose en elle-même. Je ne sais pas si vous voyez la pipe de Magritte. C'est un peu ça, ça vous parle. Ceci n'est pas, c'est exactement ça. Et quand on développe une intelligence artificielle, on est vraiment là-dedans. On est face à un phénomène, on va chercher à le conceptualiser, et ce qui nécessite très souvent, quand c'est un petit peu sophistiqué, de mettre en place ce qu'on appelle une ontologie, c'est-à-dire un réseau sémantique lié au phénomène que l'on cherche à adresser. Et ce réseau sémantique va être élaboré à partir de toute la connaissance et l'expertise, le savoir-faire des gens dans le domaine concerné pour adresser le phénomène. Voilà. Je suis désolé, c'était la partie la plus... Mais c'est pour vous faire sentir quand on définit une intelligence artificielle, on la met en œuvre, ce que ça veut dire. Et pourquoi on a besoin de tout ça? Je vous ai dit, finalement, on est broyé, enfin débroyé, j'exagère un petit peu. On est entouré de data et on produit énormément de data. Regardez en 1 minute, en 2017, ce que l'on produit comme data. Je ne vais pas tous les énumérer dans le monde, mais c'est juste impressionnant. Et le constat que l'on peut faire, c'est que c'est la variété des données, c'est le volume des données, et puis c'est les vitesses qui peuvent être différentes suivant la nature des données. Et quand on est chef d'entreprise ou quand on est décideur, on se dit, mince, ça c'est un potentiel énorme pour moi. Si je pouvais avoir dans mon domaine d'activité, bien sûr pas tout ça, mais dans mon domaine d'activité, la part de données qui pourrait m'intéresser, qui me permettrait d'avoir un éclairage pour prendre une décision, ça serait juste génial. Et c'est exactement ce que l'on va demander au système cognitif, c'est de s'approprier des données qui sont utiles pour pouvoir, à partir d'une intelligence artificielle qui aura été établie, comme je viens de l'expliquer, adresser une problématique métier pour pouvoir prendre après la bonne décision.
Alors, je passe un slide là qui est illustré juste qu'il y avait une croissance très importante sur la partie des données non structurées. Alors là, je vais vous faire sentir quelque chose aussi qui est intéressant. C'est que si on regarde l'ensemble de toutes les données qui sont échangées, il y a des données qui sont dites structurées et d'autres qui sont non structurées. Celles qui sont non structurées, c'est que quand elles sont non structurées, il faut essayer d'interpréter la signification sémantique de la donnée. Elle n'est pas une place particulière. Vous voyez, quand on regarde par exemple un mail, vous avez l'objet, la date, et puis l'entête et le corps du programme, le corps du courrier. Eh bien, il y a des zones qui sont déstructurées parce que vous savez que là, vous allez avoir une date, là, vous allez avoir l'émetteur, le destinataire, et là, vous n'avez pas besoin d'interprétation sémantique. En revanche, le corps du mail, là, c'est du non structuré parce qu'il va falloir que vous utilisiez vos capacités d'expression et d'interprétation sémantique pour comprendre ce que veut dire la personne qui vous a envoyé ce mail. Et là, c'est la donnée non structurée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de toutes les données qui sont échangées, 80% sont des données non structurées. Seuls 20% aujourd'hui sont des données structurées. Les 80 autres pourcents, c'est les mails, c'est les flux des réseaux sociaux, c'est ce qui provient de différents capteurs qui génèrent des données un petit peu partout, etc. etc. Et là, c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte que finalement, aujourd'hui, on exploite, enfin, il y a 80% des données qui sont non structurées. Et l'autre point qui est majeur, c'est que les systèmes d'information aujourd'hui, avant l'avènement de tout ce qu'on est en train de faire avec IBM, seuls 20% de ces 80% sont exploitables. Alors regardez un peu la situation. 80% des données sont des données non structurées, qui représentent la richesse d'informations et de connaissances, et seuls 20% de ces 80% sont actuellement exploités par les systèmes. D'où le potentiel de richesse que l'on peut exploiter de ces données pour essayer chacun dans son domaine d'activité, d'être plus pertinent. Et ça, c'est vraiment, vraiment important que l'on ait un peu ces idées-là en tête. Alors, finalement, on fait ça pourquoi parce qu'on va développer une intelligence artificielle, on va mettre en place un super outil, on a les datas, on connaît les objectifs à atteindre. Quelle est la démarche, finalement? Comment ça se passe? Alors, très souvent, les systèmes sont conçus pour, finalement, à partir d'une situation donnée, d'avoir un état descriptif d'une situation, avec tout un ensemble de paramètres, d'éléments, de données, etc. Une connaissance, on va avoir une connaissance d'une situation. À partir de cette connaissance-là, on va peut-être être en mesure de généraliser, de faire de l'induction et d'imaginer un peu le futur. C'est ce qu'on appelle de la prédiction. Et à partir de cette prédiction, voilà, je prédis que, je vais déclencher un certain nombre d'actions prescriptives pour accompagner ce que j'ai imaginé ou au contraire peut-être pour contrer ce qui peut arriver, qui peut être un problème. Je vais l'étayer tout de suite en vue effectivement de déclencher des actions et des résultats qui vont bien. Deux illustrations par rapport à ça. Je suis malade, je reprends mon exemple, je tousse. Voilà. Donc je vais voir le médecin. Le médecin va faire un état descriptif de ma santé. Il va me poser un certain nombre de questions. Il va m'observer, il va prendre la température, peu importe. Il va jouer son rôle de médecin. Il va en dégager un symptôme. Il va faire un diagnostic et un pronostic pour pouvoir, et ça c'est la partie prédictive. Pronostic, la différence, le pronostic c'est l'évolution de la maladie. Je prédis que c'est une grippe, par exemple, ou peu importe. Et le pronostic, est-ce que c'est le début de la grippe? Est-ce que c'est le milieu de la grippe? Est-ce que c'est la fin de la grippe? D'accord? Et puis, qu'est-ce que va faire le médecin? Il va faire une prescription médicale, tout simplement. L'autre illustration qui est rigolote, mais qu'on sent bien ce que ça veut dire, météorologie nationale. J'ai mes capteurs un petit peu partout qui me donnent mes éléments de température, de pression, d'hydrométrie, de vent, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un état descriptif qui, d'ailleurs, peut aussi peut capitaliser tout le passé depuis quelques temps. Et puis, en fonction de ça, avec mes super algos que j'ai pu développer, je fais de l'induction, je fais de la généralisation, je me projette dans ce qui va se passer demain. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir peut-être un avis de tempête. Il peut y avoir une tempête. Et de ce fait, je vais lancer un certain nombre d'actions de prescription, des avis de tempête associés à des règles métiers, par exemple, pour pouvoir relativiser les effets de cette tempête qui va arriver demain, au niveau des secours, au niveau de la population, au niveau de tout un ensemble de choses. Et donc ça, il faut comprendre un peu, cette approche de fonctionnement d'une IA qui passe généralement par ces trois étapes-là
avec l'exploitation des données et en tenant compte, bien sûr, des objectifs métiers qui auront été définis. Alors, ça, c'était juste pour illustrer que, vous voyez, ici, j'ai ma boîte à outils. Je ne vais tellement pas rentrer dans les détails, peut-être que pour certains d'entre vous, ça parle. C'est ma boîte à outils que j'ai à ma disposition, qui sont des algos. Et ces algos, je vais les assembler comme des Legos, si je peux dire, pour pouvoir, en les assemblant, réaliser une intelligence artificielle ayant préalablement conceptualisé ce que je cherche à faire. Rappelez-vous, mon phénomène, je cherche à conceptualiser ce que je cherche à faire, à mathématiser. Une fois que j'ai mathématisé ça, le plus subjectif est fait, si je peux dire. Et après, je n'ai plus qu'à dire, je vais prendre tel composant. Et puis, chacun des composants, en revanche, pourquoi je prends tel composant et comment je les paramètre, comment je paramètre chacun des composants, comment je les assemble entre eux. Ça, c'est le rôle du data scientist. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que voilà, j'ai une boîte à outils et elle n'est pas exhaustive. Hein, elle est loin d'être complète. Tous les jours, il y en a des nouvelles. Et puis, on peut assembler, on peut faire des choses assez spectaculaires avec ça. Et tout ça, finalement, pour faire, ça permet de faire de l'observation. Avec toutes ces données, j'interprète parce que je sais ce que je cherche, je vais évaluer parce que j'ai compris mon contexte, je vais avoir l'outil d'aide à la décision qui va me permettre après de prendre la bonne décision qui va bien. Et là, la bonne décision, comme on est dans une approche statistique, c'est globalement prendre une décision avec une part d'objectivité la plus forte possible. Il y a toujours des erreurs d'incertitude, il y a toujours tout un ensemble de choses, notamment parce que le phénomène, encore une fois, n'est pas parfaitement considéré dans le cadre du rail cognitif dans lequel on est. Mais en tout cas, j'imagine que ce que je veux développer sera bien plus efficace et plus pertinent que ce que l'humain est capable de faire. Ça, c'est voilà, les généralités, je peux dire. Maintenant, l'illustration de ça, ce que nous avons mis en place, nous, c'est Watson. Qui a entendu parler de Watson? Ah oui, quand même, voilà, Watson. Eh bien, Watson, c'est un petit peu l'illustration de ce que je viens de dire. Finalement, qu'est-ce que fait Watson? Comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une solution qui répond à une problématique métier particulière. On a développé Watson dans la santé, on a développé Watson dans la finance, on a développé Watson pour les objets connectés. Peu importe, je ne rentrerai pas dans les détails là parce que ce n'est pas l'objet, mais l'idée, finalement, c'est une solution basée sur l'intelligence artificielle qui a été conçue comme la façon dont je vous l'ai décrit tout à l'heure et qui est en mesure, finalement, d'interopérer, de collaborer avec l'homme, quasiment en langage naturel. Donc, il y a toute une approche d'exploration du contexte sémantique dans lequel on est. Et il y a une sorte de conversation qui s'établit entre l'humain et la machine, comme je l'ai évoqué. Et ce qui est intéressant, comme le système il est apprenant au sens que je l'évoquais tout à l'heure, le système se bonifie, l'humain se bonifie aussi de l'interaction et de la communication qu'il y a avec la machine, la collaboration qu'il y a avec la machine. Et ce qui est extrêmement intéressant avec Watson, c'est que quand il donne le résultat, il explique comment il a obtenu ce résultat. Il explique les hypothèses qu'il a prises et quelle est la démarche de raisonnement, entre guillemets, où est-ce qu'est passé l'algorithme pour produire tel résultat. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que ça permet finalement de vérifier déjà par l'humain par où il passe et peut-être se dire, mais s'il a eu telle approche dans son raisonnement, c'est lié au fait que j'ai échangé avec lui et peut-être que je ne lui ai pas donné suffisamment de précision. J'ai peut-être d'autres choses à lui dire qui va peut-être affiner sa réponse. Et dans le cadre de cette interaction en machine, eh bien, on est en train finalement, encore une fois, d'être dans une collaboration et d'être plus pertinent ensemble, la machine et l'humain, dans le résultat en vue d'une meilleure décision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un résultat et en plus, il donne une pondération par rapport à ce résultat. Il dit, voilà, j'obtiens tel résultat et ce résultat, j'ai la confiance que je donne dans le résultat que je produis, il est par exemple de X%. Et c'est sûr que s'il est proche de 100%, c'est bon. S'il est proche de 50%, ça veut dire qu'il va falloir reconsidérer peut-être la question ou la pertinence de la réponse et essayer de comprendre pourquoi il n'a pas été pertinent. Donc le système est complètement transparent dans la production de ces résultats. Alors vous avez peut-être entendu parler qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment sur les problématiques de transparence des algorithmes, la traçabilité, tout un ensemble de choses. Là, vous voyez, on rentre vraiment dans un sujet où il faut apporter un peu les éléments tangibles de pourquoi le système donne telle réponse, avec quel degré de pertinence, etc. Voilà ce que c'est que Watson dans les généralités. Et je voulais maintenant vous parler de quelque chose, j'espère qu'il va vous faire un petit peu rêver. Alors, vous savez, chez IBM, on a l'habitude un peu de se faire des challenges. Et tous les 5 ans, on s'imagine ce qui va se passer dans les 5 ans à venir grâce aux développements qui sont réalisés, notamment au niveau de nos laboratoires
et puis de ce qui se passe, de l'évolution des sciences à un instant donné. Donc en 2017, on s'est dit, donc on était juste l'année dernière, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Quels vont être les sujets intéressants qu'on va pouvoir adresser dans les 5 ans, la recherche ayant avancé là-dessus. Alors le thème, c'est révéler ce qui est invisible. Dans 5 ans, tout ce qui nous est invisible, eh bien, à notre échelle à nous, à notre échelle macroscopique, avec notre grille de lecture d'humain, eh bien, les nouvelles technologies, les intelligences artificielles devraient permettre de nous révéler des choses qui ne sont pas accessibles à nous. Alors, 5 points. Le premier point, c'est finalement, vous savez qu'il y a un certain nombre de pathologies, notamment au niveau neurologique, qui sont malheureusement émergentes, comme les maladies d'Alzheimer ou autres. Et là, on se dit, on ne voit pas apparaître ces pathologies-là, sauf malheureusement quand c'est trop tard et quand on est en stade de démence, et là, c'est malheureusement trop tard. Est-ce qu'il n'y a pas des signes avant-coureurs? C'est une illustration, hein. Je ne dis pas qu'on travaille dessus, mais c'est juste pour illustrer ça. Est-ce qu'il n'y a pas des signes avant-coureurs dans le comportement de la personne, dans sa façon, dans sa gestuelle, dans son regard, dans la modulation de sa voix, qu'elle soit fréquentielle ou temporelle, tout un ensemble de choses qui seraient peut-être des signaux faibles qui, quelque part, devraient nous permettre de dire « oh là là, il se passe quelque chose ». Ces mêmes signaux qui, aujourd'hui, ne sont pas captés par l'humain. Moi, peut-être que j'ai la maladie d'Alzheimer et vous ne me voyez pas dans mes regards à l'échelle humaine ou dans ma façon de moduler ma voix, peut-être des signaux qui peuvent représenter cette maladie. En revanche, peut-être que certaines intelligences artificielles vont pouvoir le faire dans quelques temps. C'est une illustration, hein. Je ne dis pas que c'est pour Alzheimer, mais c'est pour vous donner le type de réflexion et de recherche que nous menons aujourd'hui. Le deuxième point, qui est un aspect très intéressant et qui est un peu complexe, mais pour les physiciens qui sont dans la salle, c'est intéressant. Vous voyez une salle comme celle-là, il y a plein d'objets. Il y a des lumières, il y a le sol, il y a avec des matières différentes. Bien sûr, nous sommes là, des humains, etc. Et en fin de compte, chaque objet, nous inclus, a une signature spectrale. On dégage de la chaleur, on dégage tout un ensemble de propriétés physiques, ce qu'on appelle une signature spectrale, et qui permet finalement de composer une scène. On est capable de voir comment est faite cette scène. Je peux voir qu'il y a une lumière là, je peux voir qu'il y a un ordinateur là, qu'il y a une télécommande là, que voilà, vous êtes là, une centaine autour de nous, etc. Et finalement, ce qu'on se dit avec ça, c'est est-ce qu'on n'est pas capable, finalement, en ayant appris ces différentes signatures spectrales, eh bien, lorsqu'on va survoler, par exemple, une région, eh bien, de révéler les objets qui sont dans un territoire donné. Ça peut servir en agriculture, ça peut servir dans tout un ensemble de choses, du fait, je dirais, de cette analyse de signature spectrale. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dessus, hein. Le troisième point qui est intéressant, c'est vous savez, on est toujours, en ce moment, plus que jamais d'ailleurs, on oscille entre les aspects un peu d'évolution, de changement d'échelle, hein, ces systèmes un petit peu de facteurs d'échelle. On passe du plus petit au plus grand, on descend du plus grand au plus petit. Vous avez peut-être entendu parler que l'informatique quantique est en train d'arriver à grande vitesse. L'informatique quantique, finalement, c'est la domestication d'un phénomène qui ne nous est pas accessible à l'échelle microscopique, parce que nous avons une vision macroscopique des choses, alors que les phénomènes quantiques, c'est microscopique. En revanche, là, ce qui est intéressant, c'est que grâce aux objets connectés qui produisent des données, si on agrège l'ensemble de ces données, donc vous voyez, on peut considérer que chaque donnée en tant que telle, c'est microscopique, et quand on les agrège ensemble, eh bien, ça peut changer l'échelle, et on peut passer à l'échelle macroscopique et dégager de la connaissance, de la consolidation des informations qui sont produites à l'échelle microscopique. L'illustration de ça est la suivante. Pour vous donner un exemple et comme quoi ça peut apporter des effets extrêmement intéressants. Les voitures sont maintenant connectées. Pratiquement toutes les voitures sont connectées. Et beaucoup de composants de ces voitures connectées sont aussi connectés. En l'occurrence, les airbags sont connectés. Alors imaginez par exemple une voiture dont on sait qu'elle est géolocalisée, elle est sur l'autoroute ou peu importe sur une route, et qu'on reçoit un signal d'un airbag qui vient de se déclencher. Si on consolide ce type d'information, au-delà de simplement un airbag s'est déclenché et que l'on a une vision, un niveau d'abstraction élevé, au-delà de simplement un objet qui s'est déclenché, c'est de se dire si un airbag se déclenche, c'est qu'il y a eu un accident. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir est-ce que l'airbag s'est déclenché qui a provoqué l'accident ou est-ce que c'est l'accident qui a provoqué le déclenchement de l'airbag. Peu importe. En revanche, il y a eu un accident. Et donc, ça veut dire que dès lors que tout de suite on a cette information,
on peut dépêcher les secours. Et donc, on peut gagner quelques minutes précieuses pour sauver des vies humaines. Deuxième point, c'est que s'il y a eu un accident, on peut faire de l'induction. Vous voyez, on est dans une logique un peu de généralisation par rapport à un signal. C'est de se dire, bien sûr, il y a eu certainement un accident, dépêchons vite les secours, mais aussi, il va y avoir un bouchon qui va se former. Donc, anticiper l'avenue d'un autre bouchon, l'avenue d'un bouchon, qui peut provoquer d'autres accidents et qui peuvent provoquer aussi des congestions au niveau de la région où il y a eu l'accident. Et vous voyez, rien que parce qu'il y a un airbag qui se déclenche, les conséquences, en l'occurrence positives là, qui peuvent se déclencher, l'information, la connaissance portée par cette information qui peut être générée dans un contexte particulier et qui permettent de prendre des actions. Vous voyez ce que je disais, hein, descriptif, prédictif, prescriptif. Hein. Un airbag se déclenche, je fais de l'induction, j'en déduis qu'il y a dû avoir un accident. De l'accident, je fais des actions de prescription, j'imagine des actions à mener pour minimiser des risques ou des conséquences par rapport à un certain nombre de choses. Vous voyez la logique dans laquelle on est, dans laquelle on travaille. Le quatrième point, qui est un point plus technologique, les deux derniers sont un peu plus technologiques. Comme je vous ai parlé des NBIC, c'est l'implémentation, c'est une des composantes, c'est la nanotechnologie. Et on s'intéresse à avoir des composants à taille nanotechnologie, de type nano, notamment pour mieux comprendre, lorsqu'on utilise ces composants dans le corps humain, pour mieux comprendre, par exemple, la diffusion des médicaments au niveau fluide, etc. Donc voilà, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe au niveau organique. Et le cinquième point, donc ça c'est un sujet qui est passionnant aussi, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de données qui sont échangées, qui sont produites un peu partout dans le monde. On a besoin de communiquer, de partager l'ensemble de ces données le plus rapidement possible. Et ce qui provoque la congestion de l'ensemble de tout ça, c'est très souvent, je dirais, le réseau. Et donc on travaille sur des systèmes optroniques pour améliorer les performances, les débits entre les différents composants, avec des techniques, je dirais, de physique, mais je ne rentrerai pas plus que ça dans les détails. Juste pour finir, et j'en terminerai, vous voyez, à 5 minutes près, j'espère que je n'ai pas été trop long. Vous voyez, par exemple, chez IBM France, là, hein, tout près de chez vous, là, les gens qui, finalement, bien sûr, adossés au laboratoire, il y a 12 laboratoires dans le monde qui travaillent sur tous ces sujets-là que j'ai évoqués, enfin, d'autres sujets, mais notamment celui-là. Et vous voyez, donc chez IBM France, on a une centaine de docteurs en mathématiques, des informaticiens, des doctorants qui travaillent chez nous. On a même des linguistes pour travailler sur des problématiques de compréhension de langage naturel, comme je l'évoquais tout à l'heure. Tout ça pour développer des intelligences artificielles, pour imaginer les solutions que je viens d'évoquer et de partager avec vous. Voilà ce que j'avais envie de vous expliquer. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Je suis à votre disposition. Merci. Il y avait une question là, je pense, non? Oui, oui, après. Oui. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que les couleurs n'existaient pas. Oui. Mais en fait, c'est peut-être pas plutôt la perception culturelle de chaque couleur ou des cultures qui ne perçoivent pas les couleurs de la même manière ou même qui n'ont pas de nom pour certaines? Alors, c'est encore plus subtil que ça. La couleur en tant que propriété physique, il n'y a pas de propriété physique de la couleur. Il n'y en a pas. Il y en a pas. C'est encore une fois, quand vous prenez des pigments et que vous les mélangez entre eux, c'est effectivement la couleur, c'est quoi? C'est tout simplement la concrétisation d'énergie qui sont libérées, d'électrons qui passent des couches à certaine énergie à une couche d'énergie inférieure. C'est juste ça. D'accord? Et cette libération se traduit par je dirais, c'est de l'énergie et c'est une fréquence correspondante à la longueur d'onde, etc., etc. Mais c'est tout. C'est tout. Et quand le cerveau, au travers de notre œil, perçoit cette fréquence, nous sommes programmés pour que à cette fréquence-là correspond une représentation mentale par une couleur. Et rien, ça c'est la première chose, rien n'interdit que suivant les cultures, ce map qui est fait fréquence-couleur puisse être différent suivant les cultures. Et là, pour le coup, je suis absolument incompétent pour adresser ce sujet. Mais en revanche,
il n'y a pas de propriété physique de la couleur. C'est intéressant, hein, parce que chaque fois, voilà, c'est pour dire à quel point, et quand on voit des objets, il y a des animaux qui voient les objets avec des couleurs complètement différentes. Ils sont pas anormaux, c'est juste que le mapping, la correspondance qui a été faite dans leur cerveau est différente de la nôtre. Il y a des animaux qui voient des sons. Chauve-souris, par exemple. Oui, oui, les daltoniens, etc. Exactement, exactement. Mais c'est intéressant, ça interpelle parce que ça veut dire qu'il y a un phénomène et puis nous, on a une représentation de ce phénomène. Vous voyez, je peux donner une illustration. Et on trouve ça partout, hein, chez les physiciens bien sûr, lorsque Newton il était sous son pommier et qu'il a essayé de dégager la loi de la gravitation, que vous connaissez peut-être, mais je ne vais peut-être pas vous faire l'affront de vous poser la question. Il a effectivement fait des mesures, il a calculé, il s'est pris des pommes sur la tête, c'est ce qu'on dit en tout cas, il en a déduit la loi de la gravitation, donc dite universelle. Et donc, quelque part, il s'est fait une représentation dans sa tête du phénomène de la gravitation. Et quand on regarde un petit peu, on se dit, mais finalement, cette loi qu'il a déterminée, donc il l'a modélisée, elle répond à 99% au cas qui nous intéresse. Mais c'est une approximation. Et dans certains cas, ça ne convient plus. Et il a fallu attendre Einstein, qui est venu compléter, qui est venu améliorer la perception que Newton pouvait avoir. Donc Newton qui était déjà un génie, voilà. Il a fallu le génie d'Einstein pour aller compléter le petit élément supplémentaire pour être encore plus proche de la réalité, plus proche de phénomènes, sans être sûr que l'on adresse complètement le phénomène. Ça se trouve, il va y avoir un Einstein parmi vous qui va encore être plus pertinent que ce qu'a pu faire Newton et ce qu'a pu faire Einstein, parce qu'il se sera rapproché encore plus du phénomène de la gravitation. C'est important de comprendre ça quand on développe une intelligence artificielle. Oui, j'ai une question là-bas, je ne sais pas si... Ah, le micro est là, pardon. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les intelligences artificielles n'avaient pas encore conscience de ce qu'elles étaient en train de faire. Oui. Alors, quelles sont les réflexions de Sophia par rapport à sa condition de robot? La condition, quand Sophia, alors vous pouvez expliquer Sophia pour Sophia qui est, je ne serais pas très bien l'expliquer, je pense, mais alors, tout ce qui est chatbot, tout ce qui est robot, tout ce qui est, je dirais, ces systèmes dits intelligents. En fin de compte, je le reprécise, je suis désolé peut-être de casser un petit peu l'esprit de ce qu'on pouvait imaginer là-dessus. Il n'y a pas d'intelligence dans ces intelligences-là artificielles. Elles sont là pour programmer, pour réaliser des tâches qui ont été définies au préalable. Il n'y a pas de prise de conscience. On peut essayer d'imaginer de l'empathie, on peut essayer d'imaginer, je dirais, quelque chose qui fait qu'il y a une certaine proximité qui se développe. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, dans un grand magasin parisien, je ne le citerai pas, ça n'a aucune importance, il y avait un robot qui était là. Et en fin de compte, il était bien programmé pour qu'il se rapproche des humains qui venaient vers lui. Et en plus, ils avaient bien programmé le fait que le regard, il inclinait la tête, il fermait les yeux, il tendait la main. Ce sont des signes d'empathie, de développement de proximité vers l'humain. Mais ça n'a été que programmé. Ça n'a été que programmé. Je vois une personne, je me rapproche d'elle, je tourne la tête, je mets ma main comme ça. Si effectivement la personne réagit comme ça, je vais réagir comme ça parce que j'ai été programmé pour ça. Et là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Si la personne fait ça, alors je fais ça parce que j'ai été programmé. Rien que le fait de dire ça, je prends conscience de ce que je suis en train de dire. Je fais ça parce que... Or, la machine n'est pas dans cette logique-là. C'est simplement l'exécution d'un programme, si, alors sinon, si, alors sinon. Avec, quand même, et c'est ça la particularité. Alors, un point quand même qui est important, c'est quand même une bonne remarque. Une bonne question. L'intelligence artificielle existe depuis 1950, avant même 1960, 1957. Il y a eu plusieurs phases de l'intelligence artificielle. Il y a eu une phase extrêmement importante en 1980 où on a développé l'intelligence artificielle dite symbolique, où globalement, ça partait d'une base de connaissances, d'une base de faits, et il y avait des règles qui étaient produites, c'est ce qu'on appelle des systèmes experts à l'époque, et ces systèmes permettaient d'adresser un certain type de problème. On s'est vite rendu compte que ça adressait un certain nombre de sujets, mais pas tous. Pas tous. Et c'est resté, on a compris que voilà, on ne pouvait pas aller tellement plus loin. La nouveauté d'aujourd'hui, les nouvelles intelligences artificielles que nous développons
prennent en compte le fait qu'on a énormément de données que nous avons à notre disposition. Et donc, on peut implémenter, on peut faire parler les statistiques. On est juste en train, quelque part, de mettre en évidence toutes les lois mathématiques relatives aux statistiques, parce que nous avons beaucoup de données et parce que nous avons maintenant imaginé des algos, conçus des algos, c'est plus qu'imaginer, conçus des algos, je dirais, depuis maintenant quelques années, et que l'on peut maintenant implémenter parce qu'on a les datas et parce qu'on a la puissance de calcul pour le faire, et que l'on comprend mieux, encore une fois, l'homme que nous sommes dans nos processus cognitifs, et nous sommes des véritables statisticiens, même dès le moment où on est. On a une approche très statistique dans notre perception du monde. Il y a plein d'exemples là-dessus qui permettent de l'étayer dès notre plus jeune âge, dès que nous sommes bébés, dès que nous naissons. Voilà. Mais encore une fois, voilà, il n'y a pas de conscience, même si on est bluffé par le sentiment d'émotivité que l'on peut avoir quand on regarde on peut regarder un robot ou l'empathie, etc. Je vous déçois peut-être, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas. Mais en revanche, si c'est bien conçu, c'est quand même important, ça réalise des résultats spectaculaires. Ce qu'on est amené à faire, notamment nous, chez IBM, notamment dans le domaine de la santé, pour l'aide au traitement, est juste spectaculaire et ça apporte énormément aux personnes dans leur contexte métier pour encore une fois, permettre aux utilisateurs, aux professionnels de prendre des décisions plus objectives. C'est vraiment spectaculaire. Bonjour, merci pour la présentation. Bonjour. J'ai une double question, mais qui est un peu liée. La première, donc, c'est quel était le 5 in 5 il y a 5 ans? Oui. Là, j'ai l'impression qu'il y a des sujets qui étaient un peu Oui. liés. Et qu'est-ce qui, pas forcément chez IBM, mais en tout cas, qu'on parlait déjà de ces sujets. Oui. Et qu'est-ce qui, par exemple, il y a 5 ans, on pensait qu'il était possible et aller plutôt plus vite ou plutôt plus lentement que ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que dans 5 ans, pourquoi ça sera possible dans 5 ans alors que... C'est une très bonne question. Alors, le 5 in 5 d'il y a 5 ans, c'était les 5 sens. On s'était intéressé, on a travaillé sur les 5 sens. On a pas mal évolué sur les 5 sens, sauf un, qui est celui qui est le plus délicat. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le plus délicat. C'est celui de l'odorat. L'odorat est quelque chose d'extrêmement difficile à modéliser. Alors, on peut effectivement développer des nez artificiels sur des spectres très particulières d'odeurs, etc. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans, mais voilà, on a beaucoup avancé sur la vision, on a beaucoup avancé sur la parole, sur le côté sensoriel. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. En revanche, voilà, l'odorat est un sujet qui est difficile et le nez artificiel est loin d'avoir sa maturité comme pourrait avoir, par exemple, un œil artificiel, enfin une caméra. Là, on est vraiment très, très loin là-dessus. Et alors maintenant, pour répondre au 5 in 5, je dirais, sur lesquels on pourra se projeter, je pense qu'il y a des choses, par exemple, le deuxième, qui est une analyse spectrale d'une scène, là, je dirais, c'est quelque chose de très physique, finalement. C'est des propriétés physiques. Donc, pouvoir dégager une analyse, des paramètres spectraux d'un certain nombre de signatures, chercher le terme, de différents composants, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Là où les choses sont délicates, c'est dès qu'il y a, vous voyez, je parlais tout à l'heure de comportement, des atypismes, de l'intentionnalité, du sentiment. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est de l'humain. Et quand c'est de l'humain, la modélisation des comportements humains est extrêmement difficile. Quand il y a une relation humaine qui s'établit, si c'est une relation où il n'y a pas de jeu psychologique, ça va. Mais quand il commence à y avoir de jeu du menteur, etc., ça devient extrême. Par exemple, mais il n'y a pas que ça, ça devient extrêmement compliqué et la modélisation de ça est juste... voilà. Donc c'est peut-être le challenge à relever, c'est tout ce qui concerne un peu cet aspect de compréhension des interactions humaines qui sont peut-être le plus challenging. Bonjour, juste pour revenir un peu sur la question de Sophia, moi du coup, je m'interrogeais par rapport aux deux intelligences artificielles qu'on a fait parler ensemble et qu'on crée un langage qu'on n'a pas réussi à décrypter. Voilà. Du coup, comment est-ce qu'on peut ne pas réussir à décrypter quelque chose qu'on est censé maîtriser? Alors, je sais à quoi vous faites référence. De ce que j'ai compris en regardant un petit peu, en discutant avec les gens qui ont travaillé sur le sujet, en fait,
ça a été raconté par la presse, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la vérité, en fait. Hein. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui vont elles-mêmes, comme ça, s'auto-proclamer, et établir un langage de communication entre elles en s'isolant, je dirais, du reste du monde et en étant, je dirais, voilà. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'imaginer, de programmer deux intelligences artificielles pour qu'elles communiquent ensemble. Ça, oui. Mais être en mesure de... Encore une fois, il n'y a pas de capacité. Je vais évoquer un point qui est important après, parce qu'il y a une réflexion qui est menée par un certain nombre de gens, à laquelle je n'adhère pas, mais il n'y a pas de capacité d'autonomie d'une intelligence artificielle par rapport à ce sur quoi elle a été conçue. À ce stade-là, à ma connaissance, je ne suis pas le seul à le penser et à le dire, il n'y a pas cette capacité-là. Alors après, il y a certaines personnes qui disent, et pas des scientifiques, hein, qui disent que finalement la conscience, cette capacité d'autonomie, cette capacité de créativité, elle émerge de la complexité de notre cerveau. À la limite, il suffirait, je vous livre ça tel que, bon, j'avoue que je suis un peu sceptique, mais je vous ai parlé tout à l'heure de 100 milliards de neurones interconnectés, alors pas tous les uns avec les autres, parce que ça serait juste démentiel, mais il y a à peu près 10 000 neurones qui sont interconnectés avec chacun des neurones, voilà, voisins. Et puis il y a ces fameuses cellules gliales dont on ne sait pas ce que ça fait, mais voilà, elles sont là. Et on se dit que finalement, il y a des fonctions cérébrales comme la conscience, comme la créativité, qui naturellement émergeraient de la complexité liée à l'interconnexion de l'ensemble de ces neurones. Et qu'il suffirait presque il suffit juste d'interconnecter les neurones entre eux, 100 milliards, et la conscience devrait émerger. Je vous laisse à votre pure réflexion, mais il y a des gens qui pensent ça en ce moment. Du coup, c'est pas vrai en fait. Pardon, c'est pas vrai. Ok. C'est pas vrai. À mon sens, à moi, c'est pas vrai. Parce que le fait que deux intelligences artificielles se disent tiens, on va se mettre à dialoguer ensemble, on va développer notre propre langage de façon complètement, je dirais, autonome, voilà, non. L'émergence de la complexité, là, pour l'instant, il n'y a pas d'exemple qui permet de dire. Alors, il y a des systèmes, en tout cas au niveau de l'intelligence artificielle. Après, il y a des systèmes qu'on appelle des systèmes dynamiques, des systèmes chaotiques, etc., où il y a effectivement des propriétés physiques qui émergent et qui ne sont pas simplement le résultat de l'addition de propriétés physiques individuelles, c'est la collectivisation de l'ensemble de tous les processus d'interaction physique qui fait qu'émergent des systèmes chaotiques. Voilà, franchement, faut être humble et voilà, ouais, tout à fait. Je ne sais pas si vous avez parlé des systèmes chaotiques, ça vous parle pour certains d'entre vous, non? Non, voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question sur l'explicabilité des décisions des algorithmes, notamment de Watson, en fait, d'une intelligence artificielle. Parce qu'il y a une dizaine de jours, je lisais une tribune qui a été publiée sur Wired qui mettait en garde contre le fait d'imposer cette explicabilité, comme quoi ça allait risquer de rendre stupides des IA ou certaines IA. Tout à l'heure, vous parliez de Watson comme fournissant avec un résultat les hypothèses qu'il avait formulées et le chemin qui avait été suivi pour arriver à ce résultat. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que Watson est le contre-exemple de ce que craignait en fait cette tribune et montre qu'on peut avoir une intelligence artificielle très performante, mais qui explique très bien ses résultats, ses hypothèses et la manière dont elle a obtenu ses résultats? J'aurais tendance à répondre oui. Donc, je ne connais pas l'article de Wired. Ce que je peux dire, c'est que c'est important, ça. L'intelligence artificielle, elle est conçue par l'humain. Et donc, le résultat de cette intelligence artificielle, l'exécution de cette intelligence artificielle, va dépendre de comment l'humain l'a conçue. Et pour reprendre le point de tout à l'heure, ou même un certain nombre de questions, ça ne fera ni plus ni moins que ce pourquoi ça a été conçu. Le principal, c'est de se dire, finalement, est-ce que ça apporte un plus? Est-ce que c'est mieux d'avoir ce type d'intelligence artificielle dans un cadre particulier? Alors, une remarque, il n'y a pas l'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles que l'on développe à chaque fois pour des cas précis. D'accord? Après, la question, c'est de se dire, est-ce que l'intelligence artificielle que je vais développer pour tel sujet
est-ce que ça va m'apporter un plus par rapport à moi, humain? Si ça apporte un plus, pourquoi s'en priver? Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ce n'est pas la peine de développer l'intelligence artificielle. Donc, on est quand même dans une logique où c'est à nous de décider ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas. Et encore une fois, il n'y a pas de prise de pouvoir de l'intelligence artificielle. En revanche, il y a des questions extrêmement intéressantes qui émergent là, qui sont des réflexions collectives. Vous voyez, par exemple, les voitures autonomes. On va commencer à en voir de plus en plus. On va voir qu'on va finir par, dans quelques années, se rendre compte qu'il y a des voitures que l'on croise comme ça sans pilote, enfin sans personne qui conduise, etc. Et se pose la question, effectivement, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Oui, qui est responsable? Effectivement, c'est une bonne question. Je suis absolument, moi, pas fondé pour y répondre. Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le constructeur? Ou est-ce que c'est le conducteur qui n'est pas là tout en étant là, tout en n'étant pas là, enfin, etc. Bref, c'est une vraie question et là, je ne vais pas pouvoir, moi, adresser le sujet. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a plusieurs milliers de morts, on va dire 4000, 3500, je ne sais pas, morts par an dus aux accidents de la route. Avec l'arrivée, je dirais, des voitures autonomes, dans quelques années, quand ça sera généralisé, imaginez qu'il y ait 0 accident, franchement, j'y crois pas. Il faut espérer, mais j'y crois pas. Admettons qu'il y ait peut-être j'en sais rien. Allez, je vais être très, très pessimiste. Admettons qu'on passe de 4000 à 1000 morts. On a quand même sauvé 3000 morts. On a quand même sauvé. Alors après, on va dire qu'il y a 1000 morts de trop. Effectivement. 3000 vies, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. On a quand même sauvé 3000 vies. Une bonne remarque. Alors après, la question qui est extrêmement intéressante d'un point de vue de l'inconscient collectif, c'est que les 1000 morts restants produits par une machine sont plus insupportables que les 4000 morts produits par les humains. Intéressant. Parce que l'erreur humaine, elle est plus facilement acceptée ou acceptable qu'une seule erreur d'une machine. Alors, on peut prendre le problème autrement en disant, mais ça a quand même sauvé des vies. Hein? Donc, voilà, il y a une acculturation au niveau du collectif, au niveau de nous tous, pour comprendre effectivement qu'on va devoir de plus en plus être amené à utiliser, voire à développer ces intelligences artificielles. Et la question à se poser, c'est si c'est un plus, tant mieux. Si ce n'est pas un plus, il ne faut surtout pas la développer. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste ça, quoi. Encore une fois, c'est pour l'humain. Hein. C'est par l'humain, pour l'humain. Oui. Les personnes, elles n'ont rien demandé, ça ne vraiment pas de leur faute. Alors que souvent, les gens qui meurent en voiture, c'est souvent de leur faute aussi. C'est-à-dire que c'est eux qui ont mal conduit. Les pauvres 4000 morts, les pauvres 4000 morts qui sont morts. Il y a peut-être celui qui a commis la faute et celui qui a provoqué l'accident, mais il y a tous les autres qui n'ont pas provoqué l'accident et qui sont, ils ont pas demandé à avoir un accident, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et finalement, alors c'est peut-être très comptable ce que je dis, mais finalement, on fait le plus et le moins. Est-ce que c'est plus positif que négatif? À ce moment-là, alors pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver, hein? Si c'est effectivement ça. Sinon, il ne faut pas, bien sûr. Bonjour. Est-ce qu'il existe différentes écoles au sein des entreprises, par exemple entre Google et son centre DeepMind et IBM, Watson et les différents concurrents? Est-ce qu'il y a justement pour chaque entreprise une culture de l'IA qui lui est propre et qui donne des produits différents? Ou chacun essaye de brasser par rapport au tableau qu'on a pu voir et piocher un peu partout? Alors, effectivement, il y a des approches industrielles de recherche qui sont différentes les unes par rapport aux autres. Nous, on travaille beaucoup, effectivement, sur l'exploration, le dégagement des connaissances sur des données massives. On travaille beaucoup là-dessus. Une particularité que l'on a, nous, et vous ferez le différentiel par rapport à nous, c'est que la démarche que nous avons d'un point de vue purement commercial est basée sur le fait que les données de nos clients restent à nos clients. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas d'exploitation commerciale des données de nos clients. Important. Voilà. On développe des solutions, on met en œuvre des algorithmes, on développe des intelligences artificielles, on peut héberger les données de nos clients, mais les données de nos clients restent à propriété de nos clients. C'est une autre approche que d'autres peuvent avoir là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des orientations qui sont faites par rapport
par certains industriels, notamment vous avez peut-être entendu parler d'AlphaGo, etc., etc. Bon, nous, on a travaillé sur une autre approche qui était, alors là, j'en ai pas parlé, qui était liée à un jeu qui s'appelait Jeopardy, qui était je dirais, un peu l'équivalent d'une question pour un champion, où finalement, on évoquait un sujet, une thématique particulière, il fallait trouver quel était le mot qui était représentatif du sujet qu'on était en train d'adresser. Et donc là, on avait, c'était en 2011, je crois, et en fait, on a gagné contre des champions là-dessus. On travaille beaucoup, la réflexion que nous avons, nous, c'est beaucoup sur l'interprétation sémantique des données non structurées. Vous voyez ? Et voyez, parce que vous faisiez référence tout à l'heure à une entreprise, cette entreprise, tout ce qu'elle elle est extrêmement puissante et qu'elle fait des choses extrêmement intéressantes, mais avec le moteur de recherche de cette entreprise, si vous vous connectez avec votre ordinateur et que, je ne sais pas si vous avez des gens vous avez tous des smartphones et connectés, j'imagine, là, faites l'exercice et vous tapez photos animaux sauf vaches. Regardez ce qui va se passer. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Si vous faites l'exercice, vous allez voir. Je vous donne 20 secondes, vous voyez, photos animaux sauvages. Je n'avais pas prévu de le faire, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous allez voir ce que ça signifie, ça. Vous avez quoi? Que des vaches. C'est rigolo. Pardon? Eh bien oui, alors regardez. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Je suis en train, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de me restreindre dans mon champ sémantique et je me mets dans le rail de la façon dont il faut que je dialogue avec la machine. Vous voyez? Nous, on est sur ce type de sujet-là, d'interprétation sémantique des choses. Vous voyez que c'est intéressant dans la hein, je pense que vous avez fait l'exercice, vous n'avez que des vaches. Voilà. Elles sont jolies, mais ça ne répond pas à ma question. Vous voyez, si je recherche de l'information et que je voudrais des informations sauf celles qui ne m'intéressent pas, ben, ça tombe mal, j'ai toutes celles qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est pas bon. Oui, rebonsoir. À propos des données de vos clients, vous disiez qu'elles restent propriétaires des clients. Oui. Est-ce que, donc, par conséquent, au-delà du nom unique Watson, chaque solution Watson proposée aux différentes entreprises va être différente des autres solutions Watson, dans le sens où elle ne bénéficie pas de l'enrichissement, je sais pas moi, celle qui est proposée au Galeries Lafayette ne bénéficie pas de l'enrichissement dû au travail sur les données de Carrefour, mettons, ou est-ce que autant les données restent dans l'entreprise, mais le produit qui s'est amélioré grâce à ces données et à leur traitement, lui, par contre, reste propriété d'IBM et les autres clients peuvent en bénéficier. Je sais pas si vous voyez le... Oui. Alors, les données restent propriété de chacun des clients et il n'y a pas de fusion ou d'agrégation de l'ensemble des données, surtout pas. Après, le fait de développer des algorithmes, le fait de développer, par exemple, un contexte sémantique, etc., qui est la définition de l'intelligence artificielle, suivant la nature des contrats que nous avons avec nos clients, soit ça reste propriété IBM, soit ça reste, je dirais, de la propriété du client. Il y a tous les cas de figure. Il y a vraiment tous les cas de figure. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Vous nous avez parlé au tout début d'une intelligence artificielle qui était hyper spécialisée et finalement pas si intelligente que ça. Elle n'est même pas du tout. Pas du tout, voilà, finalement. Et en toute fin, vous nous parlez également, plus ou moins, hein, je caricature, mais de cette même intelligence artificielle qui voit des choses qu'on ne voit pas. Est-ce qu'entre les deux, il n'y aurait pas éventuellement... Non. Rien? En fait, je vais demander à cette intelligence artificielle, je vais lui donner les éléments pour qu'il puisse, des algorithmes pour percevoir des choses que je ne vois pas. C'est-à-dire que je vais chercher... Alors, deux illustrations. Je m'intéresse, par exemple, à l'analyse des sentiments, par exemple. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modéliser ce que c'est qu'un sentiment. Je vais le modéliser. Modéliser, pour les mathématiciens, c'est un vecteur avec 5 composantes qui précisent un certain nombre de choses. Peu importe, je ne rentre pas dans les détails. C'est une modélisation. Et rappelez-vous, phénomène, sentiment, et je vais essayer de modéliser ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter un algorithme en ayant modélisé ce que c'est qu'un sentiment, et je vais faire fonctionner cet algorithme pour que, en fonctionnant, il me permette de voir des choses que
je n'ai pas la capacité, moi, avec ma puissance de calcul cérébrale, parce que je ne suis pas capable de manipuler des données avec une telle rapidité, le système va permettre de le faire plus rapidement. Et en plus de ça, il y a une approche qui est intéressante, c'est que je vais pouvoir aussi conjuguer une dimension statistique. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de volume de données, eh bien, je ne vais pas, moi, être en mesure de mettre en place tous mes algorithmes qui vont bien dans ma tête pour être pertinent par rapport à quelque chose. Une machine peut le faire parce que c'est calculatoire. Voyez. Et on est bien là. Il n'y a pas quelque chose qui va se révéler au-delà de ce pourquoi j'ai demandé à la machine de se consacrer, si je peux dire comme ça. Mais encore une fois, on est vraiment dans une approche de modélisation. Et cette modélisation, vous voyez, je reprends le cas de la voiture autonome. Je pense que vous êtes tous conducteurs de voiture. Qui c'est qui ne conduit pas? Ah, quand même. Pardon. Donc, il y a quand même, bon. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà. Mais je veux vous dire, quand on a quelques années d'expérience en conduite, pour ceux qui conduisent un petit peu, je pense que vous avez dû vivre quelque chose un jour. Vous êtes sur la route, tout se passe bien. Tout va bien. Vous avez des voitures devant vous, vous êtes sur l'autoroute, vous doublez, vous vous rabattez, vous machin. Tout va bien. Et puis tout d'un coup, vous avez une voiture devant vous dont son comportement vous laisse à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne savez pas trop quoi. Peut-être qu'elle se rapproche trop de la bande discontinue ou parce que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un signal faible qui ne va pas. Mais vous le sentez, ce signal-là. Vous le ressentez. C'est votre expertise. C'est votre habitude de la conduite. Et c'est intéressant parce que, rappelez-vous, quand je parlais de descriptif, prédictif et prescriptif, descriptif, vous avez quelque chose, vous ressentez quelque chose. Et c'est marrant, vous allez dans une logique d'induction et de dire, oh, peut-être qu'il va se passer quelque chose, plus ou moins consciemment. Et vous allez avoir un réflexe, donc ça c'est le prescriptif, de dire, si vous êtes bon conducteur, je regarde rétroviseur gauche, rétroviseur droit, rétroviseur central, voire même je lève le pied de l'accélérateur pour me positionner au-dessus de la pédale de frein, on ne sait jamais. Je vais déclencher une vigilance. Mais vous voyez ça, rien que ce petit signal faible-là, être capable de le modéliser, waouh! Vous voyez qu'on en est loin encore de prendre en compte tous ces éléments-là. Voilà. Merci. Et j'avais juste du coup une question pour rebondir sur celle-ci. Oui. En tout cas, l'humanité avec H s'est développée par sa littérature. Pardon, excusez-moi, l'humanité s'est développée via sa littérature, oui. entre autres, a pu communiquer via sa littérature. Oui. Où en sont les machines sur la maîtrise de leur littérature, qui est le code qu'on maîtrise un peu tous ici, où ça en est sur l'écriture de code par la machine? L'écriture de code par la machine, pour l'instant... Comment, est-ce qu'elle est déjà capable elle-même donc une machine qui générerait du code par elle-même? Absolument. Encore une fois, si la machine génère du code, c'est qu'on lui a demandé de générer du code. Et on lui a demandé de générer du code dans un contexte de programmation qui lui est propre. Il n'y a pas de génération, encore une fois, de code. Ça, c'est vraiment important. En revanche, alors là, je change un peu le sujet, c'est que les machines sont capables de brasser énormément de littérature et de dégager de la connaissance. Et le parfait exemple que je vais vous donner là-dessus, c'est justement, et l'apport de Watson a permis je dirais, de réaliser une avancée spectaculaire dans le domaine de la cancérologie. Si un cancérologue devait lire toutes les publications, tous les résultats des dossiers patients, des molécules qui sont en train de se mettre en place, des protocoles, d'essais cliniques qui se mettent en place, avec le ranking, c'est-à-dire, ça, voilà, je récupère cette information-là, je suis capable de dire ça m'intéresse pas, c'est pertinent, c'est pas pertinent, etc., etc. Si un oncologue devait s'approprier de toute cette littérature, il ne ferait que ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est dire un petit peu que Watson est capable d'apporter justement cette complémentarité, est capable de faire ce travail pour l'oncologue, pour que lui-même d'ailleurs, l'oncologue, après puisse se recentrer sur son métier de véritable médecin, mais adossé sur un référentiel documentaire qui est bien là, qui existe et qui est pour le coup ranké, qui est documenté et pour lequel il peut se rendre compte qu'effectivement ça... Et ce point-là est juste essentiel, quoi. Et vous voyez, cette aide à la décision, cette complémentarité et ce recentrage du praticien
qui n'est plus là à lire la documentation, que ça, en tout cas, et qui va pouvoir enfin se recentrer sur son vrai métier, qui est celui de médecin, quoi, hein. Merci. Justement, mais est-ce que le nombre, en fait, ne cache pas quelque chose, hein? Le fait qu'il y ait beaucoup de... qu'on puisse, en fait, tirer quelque chose de beaucoup de données, ne cache pas, en fait, une précision qu'on n'aura pas. Et puis, en fait, est-ce qu'avec ce nombre, en fait, ce grand nombre de noms, en fait, est-ce qu'en fait, finalement, comme les algorithmes tournent toujours dans un sens, ou pas, donc c'est biaisé que finalement, est-ce qu'en fait, on ne tombe pas tous en fait, vers le même sens? C'est-à-dire que ce médecin, en fait, il va prendre la même décision que prendra en fait un de ses compères, alors qu'en fait, on pourrait sauver la personne si il avait pris une autre décision. Enfin. C'est là où je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque le système donne une préconisation, il donne un résultat de quelque chose, il explique comment il a obtenu ce résultat. J'ai utilisé telle donnée, je l'ai associé à telle autre donnée, j'ai pris telle hypothèse, etc. Et là, ça permet à l'utilisateur de système, donc au praticien, de vérifier la pertinence de la réflexion, entre guillemets, du système. Et généralement, si le système est bien conçu, il ne peut que enrichir la vision que peut avoir le professionnel de santé dans son domaine. Alors, il y a toujours, parce qu'on est dans une approche statistique, c'est ce qu'on appelle des faux positifs ou des faux négatifs, hein, pour ceux qui font un peu de statistique. En fin de compte, on peut très bien considérer qu'il y a des erreurs positives à tort ou des erreurs négatives à tort. Je considère que c'est un fraudeur alors que ce n'en est pas un, ou je considère que ce n'est pas un fraudeur alors que c'en est un, ou je considère que c'est un malade alors que ce n'en est pas un, ou je ne considère pas que c'est un malade alors que c'en est un. Ça peut arriver. Ce qui est important de considérer, encore là, parce qu'on est dans une approche statistique, c'est on fait des plus et des moins. Et est-ce que le système, si on n'avait pas le système, est-ce qu'on ferait mieux qu'avec le système? Si c'est le cas, il ne faut pas le mettre en œuvre, le système. Ça ne sert à rien. Cette intelligence artificielle ne sert à rien. Et il se trouve que quand on développe des solutions avec nos clients, l'objectif, c'est que ça apporte forcément, obligatoirement, nécessairement un plus. On réduit le nombre de faux positifs, on réduit le nombre de faux négatifs. Après, il y a un point qui est important. C'est que, comme j'expliquais, le système, c'est un système dynamique. Et donc, il évolue dans le temps, il s'enrichit de l'interaction qu'il peut y avoir avec l'homme et avec l'homme. Et donc, si par exemple, il y a eu, admettons, il y a eu une recommandation d'une intelligence artificielle pour telle action, et que l'humain, étant éclairé, prend cette décision-là. Ça revient toujours à une prise de décision de l'humain. Et que finalement, les décisions, c'est un échec. L'humain va alimenter le système en disant, finalement, il y a une hypothèse qu'il ne fallait pas considérer, ou il y a quelque chose qu'il fallait prendre en compte, justement. Et en fin de compte, de par cette interaction homme-machine, eh bien, le système va s'affiner, va être plus pertinent, va être encore plus efficace pour la suite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est statique, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Le système est évolutif, se bonifie dans le temps par les techniques de machine learning, comme j'expliquais tout à l'heure, pour justement être plus efficace. Vous voyez ? Alors, c'est même pas cohérent d'un point de vue mathématique. Il y a une erreur fondamentale que beaucoup de gens font, c'est de confondre corrélation et causalité. D'accord ? Et donc ça, il y a des techniques mathématiques puissantes pour essayer de déterminer ce qui est causal de ce qui est des corrélations. Je vais vous donner un exemple. Un exemple qui est rigolo, mais qui illustre bien les choses. Je vous sors la phrase suivante. Quand je mange du chocolat, j'attrape des boutons. Effectivement, je peux vous garantir, vous mangez du chocolat, justement, non, ce n'est pas systématique que ça. Et en fin de compte, il y a eu des études statistiques qui ont été menées. Mais pourquoi, finalement, quand je mange du chocolat, j'attrape des boutons? En fait, c'est une corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Et en fin de compte, ce qu'on a pu constater, c'est que les gens qui se jettent sur la tablette de chocolat, ou sur des sucreries en général, mais souvent la tablette de chocolat, statistiquement, c'est ça, eh bien, c'est des gens qui sont stressés. C'est des gens qui sont stressés. Et en fin de compte, ce qui va apporter des problèmes au niveau dermatologique, c'est le stress. Ce n'est pas le fait de manger du chocolat. Donc, vous voyez,
il y a une corrélation qui est établie, et la partie visible pour nous, facile, c'est de dire, eh ben voilà, je mange du chocolat, j'attrape des boutons. Mais en fait, il y a une cause commune de tout ça. Et ça, il y a des outils mathématiques puissants pour détecter ce genre de situation-là. Bonsoir. Bonsoir. Pardon. Je suis là. Je vous ai vu, c'est bon. Du coup, est-ce qu'il y a un projet chez IBM actuellement en cours de réalisation que vous trouvez particulièrement intéressant ou promettant? Là, actuellement, c'est les 5 sujets que je vous ai adressés là. Parmi les 5 sujets? Lequel est le plus intéressant? Pour vous? Pour moi, je pense, à titre perso, hein, vraiment personnel, je pense que celui qui est le plus intéressant et porteur de, je dirais, de beaucoup d'espoir, c'est tout ce qui relève effectivement d'une meilleure compréhension des processus cognitifs pour justement mieux adresser les problèmes de maladies neurodégénératives, parce que c'est quand même ça le sujet. Hein, c'est pour adresser des maladies comme Alzheimer, comme Parkinson, et tenter de mieux comprendre finalement l'évolution cognitive d'une personne qui peut être atteinte d'une évolution malheureusement négative, hein, une évolution dans le temps, hein, un système dynamique, parce qu'il y a l'apparition de ce qu'on appelle des plaques amyloïdes dans le cerveau qui fait qu'il y a une dégradation des performances cognitives, etc. Ben voilà, si on arrive à avancer sur ces sujets-là, c'est quand même super, quoi. Hein. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Pour revenir sur la causalité, depuis tout à l'heure, on est sur une logique très inductive, finalement. Oui. Mais est-ce qu'on est aujourd'hui capable de créer des programmes qui sont capables, à partir de prémices, des axiomes, donc quelque chose de parfaitement vrai, aboutir à la création de nouvelles connaissances, donc une logique plus déductive? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est typiquement ce que faisaient les systèmes experts, hein, où on était dans une logique... non, c'est pas vrai. Parce que les systèmes experts fonctionnaient justement par inférence, par règle d'inférence. Mais il y a des systèmes, effectivement, il y a des logiques, il y a les démonstrateurs, les démonstrations, les théorèmes, c'est typiquement du déductif. Il y a juste un cas. Il y a un théorème que vous connaissez tous, on a tous souffert de ce théorème-là, tous, qui est une logique inductive. Qui c'est qui peut le donner? Non, pas du tout. Pas du tout. Et quand je vais vous le dire, vous allez me dire « Ah ben oui ». Pardon? Non, non, un théorème. Un théorème. Mais un théorème qui est... On est tous passés par là, je pense. C'est un des rares théorèmes en mathématiques qui ne relève pas de l'inférence, mais qui ne relève pas, de la déduction, oui, et qui n'est pas déductif, mais qui est inductif. Pardon? Non. Je vous le dis, c'est la récurrence. Eh bien oui, parce que vous regardez que la propriété est vraie à l'indice 0, vous supposez qu'elle est vraie à l'indice n, et puis eh bien, vous démontrez qu'elle est vraie à l'indice n plus 1. Donc, vous induisez, et non pas vous déduisez, qu'elle est vraie quel que soit n. Oui, il y a bien sûr des règles. Alors, on a chez IBM, je ne l'ai pas évoqué là, on a toute une partie, on a un outil qu'on appelle des business, enfin des G-Rules, hein, qui sont des règles métiers que l'on bâtit à partir justement des données qui sont produites pour, dans un contexte métier donné, faire ou de l'inférence ou de la déduction en fonction d'un certain nombre de règles qui ont été imaginées et en y mettant en plus une dimension qui est importante maintenant à considérer, c'est le stochastique. C'est qu'il y a beaucoup, on est très souvent dans une situation de l'incertain et il y a un certain nombre de variables qu'il faut considérer qui peuvent être des variables aléatoires avec des paramètres avec des lois de probabilité particulières et tout ça, on est capable effectivement de le prendre en compte chez nous. On le fait chez IBM France et notamment dans une entité qui est en région parisienne. On travaille beaucoup là-dessus. Je pense qu'on va prendre 2 dernières questions, vu l'heure à peu près. Comme vous voulez. Pour revenir à l'intelligence, manque d'intelligence et d'intelligence artificielle, est-ce que d'après vous, ce qui leur manquerait, ce serait un manque d'outils? On leur donne des tâches trop précises? Non. 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 En fait, je vais raisonner fonctionnalité.
pour fonctionner, pour fonctionner, notre cerveau, c'est une association, je ne sais pas si le terme est approprié, de fonctionnalités. Il y a la connaissance, il y a les sentiments, il y a l'intuition, il y a tout un ensemble de choses. Il y a la vision, il y a la parole, il y a l'empathie, il y a énormément de choses. En fait, ce que nous ne savons pas aujourd'hui faire, c'est la modélisation de ça, de la mettre en équation. On ne sait pas mettre en équation l'empathie. On est capable de reproduire, comme je disais tout à l'heure, un robot qui va dire je vais reproduire le comportement d'un robot, mais finalement c'est mécanique. C'est que quand le robot va voir que la personne s'approche de lui, il va tourner la tête comme ce que ferait un humain. Mais c'est mécanique, c'est du script, c'est if, then, else, c'est exactement ça. Mais la capacité qu'une machine soit capable, doter la machine d'une capacité d'autonomie pour développer des sentiments, pour développer de la créativité. Le jour où un robot sera capable de créer des choses, le jour où un robot sera capable, je prendrai le point après, le jour où un robot sera capable de prendre en compte le contexte dans lequel on est. Vous voyez, là, on est en train de parler d'intelligence artificielle, on est en train de parler de plein de choses. Il y a un contexte associé. Le jour où une intelligence artificielle sera assise là et sera capable de s'approprier de tout ce que l'on dit, des échanges que l'on peut avoir, des points de vue, le sens commun dans lequel on est, on n'en est pas encore là. C'est de la programmation, c'est des algorithmes, on n'en est pas encore là. Vraiment, vraiment. On s'y approche, on travaille là-dessus, on modélise, on mathématise tout ça, mais c'est franchement loin d'être évident, vraiment. Ça revient à ça, c'est un manque d'outils qu'on lui fournit au final. C'est un manque de modélisation, de compréhension. Vous voyez, là, quand je vous disais que je serais incapable de définir ce que c'est que la conscience, moi, vraiment, je suis absolument incapable. Et quand vous posez la question donc, à des cogniticiens, à des neurologues, même l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la conscience? À chaque fois, on va être extrêmement, on va biaiser les choses. Il y a des visions, il y a des perceptions de la conscience, il y a des perceptions de l'intelligence, il y a de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, il y a des tonnes de choses. Et la complexité humaine, on est très loin d'en avoir fait le tour. Et d'imaginer d'implémenter une intelligence artificielle qui va reproduire le processus humain, le processus cognitif humain, enfin moi en tout cas, voilà, vraiment, voilà, très humble, hein, voilà. Oui, il y avait une question là. Du coup, selon vous, c'est une question d'accumulation de tous ces petits bouts de fonctionnalités, en fait, qui va à terme donner l'intelligence artificielle, pas forcément ultime, ou c'est qu'au bout d'un moment, après tant de recherches, on va réussir à faire quelque chose qui est lui-même autofonctionnel, ou si c'est, par exemple, le robot qui reproduit ci et ça, avec les recherches d'une autre personne sur d'autres, cumulé jusqu'à de l'homme. J'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Je vais être très très humble là-dessus, j'en sais rien. Je vais vous dire, je suis mathématicien depuis un paquet d'années. J'ai fait énormément de développement logiciel, malgré que je sois mathématicien, vous voyez que ce n'est pas incompatible. Si un jour on me dit, ben voilà, il va falloir programmer un processus cognitif qui va non pas simuler la créativité, mais qui va, c'est pas simuler, parce que la simulation c'est autre chose, hein, mais qui va doter la machine des capacités de créativité, par exemple, d'un humain, je ne sais pas faire. Franchement, voilà. Ce n'est pas parce que je ne sais pas faire que les autres ne savent pas faire. Hein. Je veux dire, je n'ai pas du tout là-dessus. Mais voilà, c'est mon sentiment. Après, il faut regarder s'il y a des réflexions là-dessus. Et moi-même, étant connecté avec je participe à beaucoup de groupes de travail dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, etc. Quand on discute ensemble entre spécialistes, franchement, voilà. Alors, après, vous entendez des choses dans la presse, vous entendez des choses dans des revues de vulgarisation. On fait des choses déjà magnifiques. Quand c'est bien conçu, quand c'est bien pensé, quand c'est bien utilisé, on fait des choses déjà spectaculaires et les progrès sont déjà là, sont déjà spectaculaires. Voilà. Après, toutes les théories qui consistent à dire, comme vous avez entendu parler des singularités de Kurzweil, ça vous parle pour certaines personnes? Qui a entendu parler de ça? Quelques personnes. Voilà, l'idée, c'est ça, hein, c'est de se dire, est-ce que à un moment,
en 2000 quelque chose, alors après 2018, hein, est-ce qu'en 2000 quelque chose, est-ce que l'intelligence artificielle va surpasser l'homme, va être plus puissant que l'homme, va être doté de fonctionnalités qui vont lui permettre de dominer l'homme? Franchement, voilà, moi, je ne fais pas de pronostic. Je ne peux pas faire de pronostic parce que je n'en sais rien. Il faut que je recommence tout. Il y a peut-être une question? Ouais, une dernière, je pense qu'on a le temps. Non, je parlais du chat, il n'y a pas une question. Non, je pense que là, il est un peu effrayé. Bonsoir. Bonsoir. Juste du coup, genre si on passe tous les trucs Terminator et tout, et que donc c'est l'homme qui pose les limites à la machine, quelle est votre politique par rapport justement à ces limites que vous imposez? C'est-à-dire que, vu que c'est pas vraiment très contrôlé par tout ce qui est État, tout ça, genre les avancées qu'on peut faire en termes de technologie, les demandes que les clients peuvent vous faire, qui contrôle, où sont les limites? Parce que c'est ça le plus important. Oui, alors on travaille là-dessus, hein. Il y a beaucoup de réflexions. IBM travaille sur cette problématique finalement de ce que doit faire, ce pourquoi l'IA est conçue. Et donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on réfléchit actuellement, by design, comme on dit, au moment de la création de l'intelligence artificielle, pour qu'on puisse avoir la visibilité, la traçabilité, la transparence de ce qu'est en train de faire l'intelligence artificielle. Et donc là, ça s'imagine dès la conception de l'intelligence artificielle, en apportant cette capacité à ceux qui veulent auditer le système d'être en mesure finalement de dire ce que l'intelligence artificielle est en train de faire. Alors, pour un certain nombre d'algorithmes, c'est relativement simple. Pour d'autres algorithmes, comme par exemple les réseaux de neurones, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un réseau de neurones, comme vous avez vu, c'est une interconnexion, c'est un plat de spaghettis, globalement. Et avec un plat de spaghettis, avec des spaghettis qui sont de taille plus ou moins grosse. Et globalement, quand le système se met à fonctionner depuis pas mal de temps, on ne sait plus trop dans quel système on est, dans quel état on est. Et là, il y a des vrais sujets de réflexion sur comment apporter cette traçabilité et cette transparence de l'algorithme. Et donc, il y a des sujets de recherche là-dessus qui sont menés pour justement faire en sorte que ça fasse bien ce qu'on lui a demandé de faire et pas autre chose. En revanche, si ça fait autre chose que ce pourquoi ça a été conçu, c'est pas parce que le système est autonome, c'est pas parce qu'il prend une décision en autonomie. C'est soit parce que c'est buggé, un bug, voilà, et ça c'est un bug, soit au moment de la conception, on utilise l'intelligence artificielle à d'autres fins que ce pourquoi ça a été conçu. Les applications, vous voyez, on n'utilise plus les mêmes données, on n'utilise plus les mêmes choses, etc. etc. Donc on dévie l'intelligence artificielle de sa fonction primaire. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, un marteau, c'est fait pour enfoncer un clou, mais ce n'est pas fait pour taper sur la tête. Oui, c'est des choses semble toutes logiques, hein. Voilà. D'autres questions? Je suis à votre disposition. Hein, je veux dire, non, mais après, c'est allez, une dernière, deux dernières, s'il y a une question. Profitez-en, hein. Allez, je ne sais pas qui. Oula. Une personne, deux personnes, je crois. Trois personnes. Il a levé la main là-bas. Du coup, en tant que mathématicien, quand on parle d'émergence de l'intelligence, etc., est-ce que vous pensez que le théorème d'incomplétude de Gödel s'applique à ça, justement, en fait? Non. Non, parce que le théorème d'incomplétude de Gödel est extrêmement... Qui c'est qui a entendu parler du théorème d'incomplétude de Gödel? Ah oui, quand même. Alors c'est un théorème extrêmement profond. Comme c'est un théorème, si on est dans les hypothèses de ce théorème, et les hypothèses de théorème est suffisamment profond puisque ça repose sur effectivement les axiomes de l'arithmétique, eh bien, il n'y a aucune raison pour que l'intelligence artificielle remette en cause le théorème d'incomplétude de Gödel. Donc, le système, il a beau être aussi riche. Alors, le théorème d'incomplétude de Gödel, ça veut tout simplement dire, pour ceux qui ne le connaissent pas, qu'il y a des affirmations que l'on peut dire, que l'on peut annoncer, que l'on peut dire, hein, et pour lesquelles on ne pourra jamais dire si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. C'est juste ça. Donc, je peux dire que 2 et 2 égale 4, je peux le démontrer. Il y a des affirmations, des postulats, on va dire, des théorèmes, on appelle ça des théorèmes. Je ne pourrais pas prouver
que ce que je dis est vrai ou faux. Alors vous allez me dire, c'est parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour le faire. Oui, vous pouvez le dire. Mais en fin de compte, Gödel est allé beaucoup plus loin que ça. Il a dit que ce n'est pas une question de puissance intellectuelle, c'est une question qui est liée au système de logique, liée à toute la mathématique qui est derrière tout ça. Et comme il y a une dimension d'universalité, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là, eh bien on peut, si jamais on n'arrive pas à trouver, avec le système formel dans lequel on est, on n'arrive pas à prouver que le théorème il est vrai ou il est faux, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut enrichir le système pour faire en sorte que le théorème devient vrai ou devient faux. Mais si on fait ça, on risque de trouver d'autres théorèmes pour lesquels on va se retrouver dans la même situation. Et de toute façon, il y aura toujours des théorèmes pour lesquels on ne pourra jamais dire si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Et je ne vois pas en quoi une intelligence artificielle là-dessus pourrait contredire le théorème de Gödel, puisque c'est un théorème, et voilà, un théorème, c'est un théorème. Hein. C'est plus à l'émergence de l'intelligence même par des machines qui sont conçues par des êtres humains qui forcément du coup ont des capacités limitées à même analyser leur propre manière de réfléchir. Voilà, mais la puissance, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement il peut y avoir des théorèmes, notamment le théorème des 4 couleurs, notamment le théorème de tout un ensemble de choses, donc qui nécessitent des puissances intellectuelles que nous n'avons pas, et l'apport de l'intelligence artificielle pourrait effectivement y résoudre. Gödel va beaucoup plus loin dans la portée de son théorème. Le théorème d'incomplétude ne signifie pas n'est pas en train de dire que notre puissance intellectuelle est limitée. C'est que le système logique dans lequel on est, quand bien même on l'enrichit, de toute façon, il ne sera jamais aussi complet qu'on le voudrait. Il y aura toujours des théorèmes pour lesquels on ne pourra jamais prouver qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux. Et ce n'est pas une question de puissance intellectuelle. C'est une question, je dirais, de base, si je peux dire. Enfin, c'est une question de... C'est pas fait, je cherche le terme, mais bon, voilà. En tout cas, ça me reviendra peut-être dans la discussion. Pardon? Non, non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis que effectivement, oh là, mais on est en train de dévier complètement là, mais c'est pas grave. Je veux dire, je veux pas de soucis. En fait, un système logique, il y a un certain nombre de. On travaille dans une. Le raisonnement est basé sur des règles logiques. Il y a plusieurs types de logique, il y a plusieurs types de raisonnement, etc., que l'on peut bâtir. Ce que l'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le système de logique dans lequel on est fait que dans notre logique à nous, un certain nombre je dirais, de théorèmes que l'on annonce, on ne peut pas prouver qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux. On ne peut pas le prouver. Alors si on enrichit la logique, si on fait en sorte que, ben voilà, on va rendre cette logique-là plus complète pour pouvoir prendre en compte un théorème et pour lequel on va pouvoir prouver qu'il est vrai ou qu'il est faux, eh bien, on va compléter, mais ça ne sera jamais complet totalement. On trouvera toujours un théorème qui va échapper à la logique. Donc, c'est un problème d'escalade. Hein. À chaque fois, on va dire, ben voilà, on enrichit la logique, et puis voilà, oui, mais on va trouver un théorème qui va dire, ben non, voilà, ça sort de la logique. Et puis, si on va encore un cran au-dessus, ça sera toujours le cas. Ça, c'est le théorème d'incomplétude de Gödel. Bon, je suis désolé, on va arrêter ici les discussions. Oui. Merci beaucoup, Georges. Eh ben, c'était avec grand plaisir. Voilà. Merci. Et puis pour vous rassurer, pour ceux qui n'ont pas, on retrouvera Georges justement le 22 février, je crois. Oui. Du coup, pour une conférence sur l'informatique quantique. Donc vous aurez toutes les informations bientôt sur l'intra. Et je vous préviens aussi, une semaine avant, c'est-à-dire le 15 février, il y aura une conférence aussi, donc pas par Georges cette fois-ci, on a d'autres aussi intervenants, par Pierre Besser, qui est un spécialiste du bayésien et un chercheur en bayésien. Je ne sais pas si tout à l'heure vous avez vu dans une slide, il y avait rapidement le bayésien. Ouais. Donc voilà, qui viendra vous expliquer un petit peu. Ouais, exactement, qui viendra vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le bayésien. Donc voilà, on vous remercie beaucoup avec 42AI, merci d'être venu, merci d'avoir suivi et merci à Georges.